Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour. Bienvenue dans votre bulle sensorielle de désengagement cognitif à visée de détente et de lâcher prise pour permettre à votre corps de libérer ses toxines et énergies négatives à l'extérieur. Installez-vous confortablement sur votre chaise, posez vos pieds bien à plat sur le sol, écartez largeur de vos hanches. Posez vos mains sur vos cuisses ou vos genoux, paumes vers le haut ou vers le bas, selon ce qui vous semble naturel. Fermez les yeux ou gardez un regard doux devant vous, sans fixer quoi ou qui que ce soit. De toute façon, vous êtes presque dans le noir. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À chaque expiration, sentez votre corps s'émanciper de la gravité, de plus en plus loin, comme si vous étiez soudainement libéré par elle. En quelques instants, la gravité disparaît, les pensées ralentissent et vous vous sentez flotter, déconnecté du monde, reconnecté à vous. Vous allez pendant 1 heure profiter dans cet état de détente et de total... Merci de ne pas crier dans la bulle sensorielle de désengagement cognitif à visée de détente et de lâcher prise. Non, mais on vient de me balancer du sable à la gueule. Ça n'est pas propice à la détente et au lâcher prise. On vient de me balancer du sable à la gueule. C'est normal. Non, quoi ? Les caissons de flottaison en isolation sensorielle sont remplis de 1000 litres d'eau et de 500 kg de sel d'Epsom. Mais nous n'avons plus que le sel, puisque l'eau a été utilisée pour générer cette musique par intelligence artificielle pour vous accompagner dans votre méditation guidée. C'est complètement con. Détendez-vous. Non, mais... Vous êtes tendu, je le sens. Allongez-vous plutôt. Allongez-vous. On me voit plus. C'est pas grave. Ok. Fermez les yeux et respirez, Jacob. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Non, mais ça va pas du tout. Ça va pas. Non, mais ça va pas du tout. Je peux pas être détendu en fait. C'est pas possible. Non, on peut pas être descendu dans ce monde. Enfin, le monde est tendu. Tout brûle. Littéralement, tout brûle. D'accord ? Hein ? Il fait super chaud, il fait super froid. Le président de la première puissance mondiale est sénile et décide de déclencher des glaires comme on lance à lave-vaisselle. Pas possible d'être détendu dans ce monde-là. Je suis désolé. Moi, je ne peux pas. D'accord ? Impossible. Et vous, là, en plus de subventionner des racistes, vous utilisez 1000 litres d'eau pour générer des musiques de méditation personnalisées ? Oui, voulez-vous l'entendre ? Bah non, surtout pas. Pourtant, elle a déjà été générée. Les ressources ont été consommées, le mal est fait. Est-ce que c'est si grave de l'écouter ? Non. Et puis c'est une amie à moi, pour une fois que je peux pistonner un peu pour le spectacle. Non, la petite voix, c'est n'importe quoi là, ce qui est en train de se passer. C'est Mais pas... pourquoi ? Y a quoi de mal à vouloir un peu me détendre, moi aussi, hein ? Oh ! La vie, elle est dure pour tout le monde. Moi aussi, je vois bien que le monde va mal, que la vie, c'est de la merde. Alors je fais ce que je peux, et même pour une fois, ce que je veux. J'ai besoin, moi aussi, d'arrêter de voir la misère partout. Oui. Tu crois que j'en ai pas conscience ? Alors voilà, j'ai choisi pour une fois de me plonger littéralement dans le silence. Le centre de flottaison, ça m'a fait du bien. Alors j'ai décidé que ça allait faire du bien à tout le monde. La petite voix ? Quoi ? Tu peux rallumer la lumière, s'il te plaît ? Merci. Mais je suis pas sûr que s'isoler de tes problèmes pour pas les voir soit la meilleure des idées, en fait. Enfin... Mais si, tu sais, 1 heure dans le caisson d'antigravité, c'était super. J'étais extraite de la gravité terrestre, mais aussi de la gravité du monde. Et je me demande vraiment pourquoi on ne pourrait pas étendre ce sentiment au quotidien. Mais en fait, je comprends. Moi aussi, j'aimerais beaucoup m'en extraire au quotidien de cette gravité et de cette pesanteur. La vie sur Terre, elle est de plus en plus lourde, je trouve. Hein. Et parfois, j'envie des astronautes qui peuvent juste partir. Comme un père qui part acheter des clopes. Voilà. Et au final, toutes celles et ceux qui, plus simplement, aussi arrivent à vivre plus légèrement, sans toute cette lourdeur, et elles semblent flotter, émancipées de toute la gravité. Mais vas-y, libère-toi. Parle-moi. Peut-être que ça te fera du bien. Eh bien, parfois, je suis surchargée par toutes ces situations graves. Depuis quelques années, chaque info, chaque nouvelle est un océan qui fait exploser un vase déjà trop plein. La gravité est tellement forte que je ne ressens plus rien. Les informations glissent sur moi et je me sens horrible de ne plus réussir à compatir avec le monde. Je me sens insensée, insensible. Ma vie, je l'aime, mais pourtant, je la fuis. Et laisse-moi deviner, quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie, c'est ça ? Mais oui. J'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour moi, D'accord. mais... Non, mais je pense pas que fuir la gravité soit la meilleure des solutions, petite voix. Ah ouais, bah Zazie, c'est quoi ta solution ? Eh ben, je sais pas trop. Hein.
parce que moi je suis seulement comédien, voilà. On s'est pas présenté d'ailleurs, pardon, excusez-nous. Enchanté, Jacob, saltimbanque, MC, comédien. Je présente cette soirée Le Feu au Lac. Non mais oui, c'est vrai, on n'a pas commencé par ça. Pardon, on s'est laissé déborder par toute la gravité qui nous pèse sur la gueule, mais en fait, voilà, je suis ravi d'être présent ici avec vous ce soir. Je suis accompagné de ma meilleure amie, mon être céleste préféré, mesdemoiselles, mesdamoiseaux, mesdemoiselles et mes demi-ciels. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la petite voix, s'il vous plaît. Salut! Ah, mais oui, mais si, regarde, ça c'est bien ça. Oui. Oh. Non, mais alors, je t'en supplie, fais un effort. Ok. D'accord, merci. Bon, pendant 1 heure, vous allez assister au Feu au Lac. Je suis un peu curieux de savoir, est-ce que par applaudissement, il y en a qui voient le Feu au Lac pour la toute première fois de leur vie? Bonjour à vous! Bonjour! Enchanté les puceaux! Pendant 1 heure, vous allez participer à un moment exceptionnel, un mélange subtil et bordélique de stand-up et de vulgarisation scientifique. Alors vous me direz, pourquoi mélanger stand-up et vulgarisation scientifique? Ou plutôt, pour le dire dans d'autres mots, pourquoi diluer le discours si important des scientifiques avec ces gros cons d'humoristes? Voilà. Ou pourquoi s'embêter avec des faits, balance des blagues de cul, le clown? Je vous comprendrai aussi, voilà. C'est vrai, pourquoi ce mélange entre rire et chanson et France Culture? Parce que déjà, ça fait rire cul, et ça nous fait rire, voilà. Et parce qu'on pense que les deux se recoupent. Voilà. Dans les deux cas, il s'agit de raconter des histoires. Le stand-up, c'est créer de l'empathie par la gaudriole. Vous avez ici un indice sur mes 30 ans. C'est prendre un angle et dire « je parle depuis ici » pour créer des ponts entre les humains. De l'autre, l'expertise, la science, c'est se pencher sur des problèmes humains et essayer de les expliquer au-delà de l'aspect premier, émotionnel. Mis ensemble, juxtaposés, ces deux récits du monde se complètent. Voilà, le Feu au Lac, c'est ce croisement de paroles, du mieux qu'on peut, toutes et tous, de nos points de vue, de nos positions. En fait, ça reste un plateau de stand-up, mais c'est un plateau de stand-up mi-Jamy, mi-Jamel. Voilà. Et pour un plateau de stand-up, j'ai eu un rire là-dessus, je suis ravi, merci. Pour un plateau de stand-up, il nous faut un public généralement. Alors, je vais essayer un peu de Ouija. Public, et tu l'as. Superbe. Du coup, peut-être que par applaudissement, certains et certaines d'entre vous Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais vu le Feu au Lac? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais vu de stand-up de leur vie ce soir dans cette salle? Il y a au moins un mensonge dans ces 3 applaudissements. Je connais quelqu'un personnellement qui a déjà vu du stand-up. Voilà. Parce qu'elle en fait. Donc voilà. Les artistes sont des menteurs et des menteuses. C'est le premier point de cette soirée. Non, donc effectivement, si vous n'avez jamais vu de stand-up, ça va être très simple. Dans le stand-up, parfois les artistes racontent des blagues, et si ces blagues vous plaisent, vous avez le droit de... Exemple, je fais une blague, elle est formidable, et subitement... On dirait un rire généré par intelligence artificielle. J'ai vraiment écrit « Claude, génère-moi un rire car je n'ai pas d'amis ». Et vous avez fait « Oui, ha, 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 ha ». Okay, je vais peut-être vous faire une vraie blague, comme ça on va se mettre un peu dans l'ambiance ensemble. Est-ce que vous connaissez la seule différence entre... Enfin, vous connaissez le point commun entre un homme et un meuble Ikea? Non, les deux, c'est très compliqué à déconstruire. Voilà, dans tous les cas, ça s'effrite. J'adore ce rire-là, merci beaucoup. Mais vous pouvez toujours essayer de les démonter, c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est... Ok, très bien. Donc ça, vous avez vu, niveau 0, une blague, c'est bien, il y a des rires, ça vous lâche. Faites-vous plaisir, lâchez-vous, riez comme vous avez envie de rire, on ne vous jugera pas sur vos rires, d'accord? Ensuite, il peut y avoir des blagues qui vous font un peu plus rire, réfléchir, vous dites tiens, c'est rigolo, il y a un callback, j'ai envie de lui donner un peu plus à cette blague, qu'est-ce qu'on peut lui donner en plus d'un rire? Un applaudissement, tout à fait. Monsieur bonjour avec la veste bleue, bonjour. Nicolas, c'est ça? Eh oui, tout à fait, je ne connais pas cette personne, voilà. On peut dire bonsoir Nicolas, s'il vous plaît? Tu vas bien? Ça va, très bien. T'as passé une bonne journée? Oui, très bien. Tu as fait quoi aujourd'hui, si c'est pas indiscret? Il est intermittent du spectacle, donc ça va être long, hein, globalement. Ah oui, j'ai changé mon airbag Takata. Ah oui. Donc ce monsieur est intermittent du spectacle et prévoyant, voilà. Parce que le rappel était il y a 3 ans, rappelez-vous. Donc vraiment, c'est... Et oui. Et il était bon. Ah, très bien. Oui, mais bon, un bon comédien est un comédien vivant. Hein, voilà. Selon nous, selon Rachida Dati, autre chose, vraiment. Mais c'est... Nicolas, si tu vas bien, si tu le veux bien, est-ce que tu veux bien prendre un service, s'il te plaît? Est-ce que tu veux bien applaudir seul et on te laisse seul pour voir ce que ça fait? Voilà. Avec une cri, très bien. Merci Nicolas, tu auras ton cachet à la fin, merci. Voilà. Parce que c'est vrai que généralement j'essaie de provoquer la gêne avec ce truc et je me rappelle que j'ai demandé à un comédien d'improvisation qui ne connaît pas la gêne du coup techniquement. Donc très bien. Donc effectivement quand tu as applaudi seul, tu te sentais un peu gêné, voilà. Et au premier rang, quand vous avez entendu Nicolas applaudir seul, vous vous êtes senti
triste, gêné, effectivement. Et vous aussi, vous êtes payés. Merci beaucoup. Donc voilà, si jamais vous entendez quelqu'un applaudir, n'hésitez pas à applaudir avec cette personne. Ce soir, on va être pendant 1h30, 2 heures, tous ensemble. Donc si jamais vous voulez applaudir, applaudissez avec les gens. Qu'on se sente ensemble. Nicolas, tu veux bien réapplaudir pour voir si ça marche? Voilà. Formidable. Donc effectivement, ça c'est quand vous trouvez une blague drôle, vous riez. Quand vous trouvez une blague très drôle, vous applaudissez. Ce soir, il n'y a pas que des blagues. Ce soir, on vous l'a dit, il y a des experts. Il y a aussi des humoristes qui vont vous raconter des faits importants. Il y a des experts qui vont vous faire des blagues. Enfin bref, ça va se mélanger un peu. Mais du coup, il vous faut peut-être une clé pour quand ça va être intéressant, quand vous allez ressentir quelque chose d'intéressant. Vous n'allez pas rire quand quelqu'un va vous dire quelque chose d'intéressant. Donc vous pouvez peut-être juste faire comme quand on est dans des livres d'histoire, faire un espèce de « oh ». Par exemple, je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant? C'est le jour de trop pour ce t-shirt. Ah oui, Oui, voilà. Merci beaucoup. Il y a eu un rire et des ah. C'est vraiment le résumé de ma carrière de stand-up. Mais très bien. Très bien, on a tout. Il nous manque quelque chose, la petite voix? Bah, je sais toujours pas quelle est la solution, hein. Je suis vraiment pas détendue là. Ouais, non, mais moi non plus, je l'ai pas, hein, tu l'as vu, mais alors écoute, on va prendre une solution que j'ai d'habitude. Moi, quand je me sens trop pris par le poids du monde, que je trouve que tous les sujets sont trop graves, etc., généralement, je regarde un bon film, ça me fait du bien. Ah, mais alors du coup, j'ai peut-être une idée. Notre premier humoriste est cinéphile gauchiste, mais il est aussi plein de surprises. De vérité, zéro mensonge, il s'est présenté à la mairie de Bordeaux sur la liste de Philippe Poutou et fait partie de la promotion 2025 du Festival d'humour de Pierre-Emmanuel Barré, lol et lalala. Je vous demande d'applaudir un camarade ce soir, j'ai nommé Ronan. Je suis pas assez payé pour qu'on me rembourse ça. C'est pas, tu le ramasses, c'est adorable. Merci, on peut applaudir cette personne s'il vous plaît. Merci, je vais mettre juste le téléphone là, l'écran est un peu cassé, mais c'est pas grave. Enchanté, bonsoir les camarades, ça va? Ouais, ça va les gens de gauche? Je viens de Bordeaux, j'ai pas l'habitude de prononcer cette phrase, je vais pas vous mentir. Ouais, effectivement, j'étais sur la liste de Philippe Poutou, on a fait 5%. Non. J'ai découvert qu'il y avait des crèmes fraîches qui ont plus de matière grasse que nous, on a des lecteurs. Ça me terrifie, mais je suis très content, enchanté d'être ici. Moi, c'est Ronan. Ronan qui a la particularité d'être mon prénom. Et la réaction de mes parents à ma naissance. Ce rire est très bien, mais il va falloir le maîtriser. Mais j'adore être à Lyon, j'aime beaucoup Lyon, c'est une de mes villes préférées, c'est pour ça que je viens souvent. Lyon, ville de l'écologie, pour le coup, parce que vous avez recyclé 2 fois un maire qui fait semblant d'être de gauche, donc ça c'est quand même pas mal. Après, en matière de recyclage, là vous avez été très fort les Lyonnais, vous avez recyclé, mais ça c'est dingue, vous avez recyclé la mort d'un néo-nazi en un hommage national. Bravo à vous. Ah, ça ne marche pas là. Ouais. Bon, il peut pas t'entendre, donc t'inquiète pas. Ah, c'est que je l'ai pas allumé. Hop là. Il me l'avait dit avant. Un professionnel. Non, ça va être rigolo. J'ai pas l'habitude en plus de faire des présentations. Je viens d'écrire le truc il y a moins d'1 heure, donc ça va être vraiment top qualité, mais la réservation était gratuite. Donc. Non, c'est très cool de venir parler d'écologie, de faire un peu de stand-up sur le thème de la gravité. D'ailleurs, vous n'êtes pas trop foulés quand on parle d'écologie et de gravité. Comme niveau de sujet, vous avez l'embarras du choix. Mais bien joué. Mais ça va me permettre de parler d'une de mes passions. J'ai vraiment un truc que j'adore, c'est, je vous le dis, c'est les actes de violence gravissimes commis sur des personnes innocentes face à une caméra. Et non, je parle pas de votre manifestation du 1er mai, ça vous avez déjà assez subi. Moi, mon truc, c'est les films d'horreur. Vraiment, j'adore les films d'horreur, c'est ma passion. C'est un truc, À quel point ça a été écrit juste avant? Ben regardez, je suis habillé pareil parce que je l'ai pris. Ça a été vraiment fait il y a 30 secondes. Alors juste pour savoir, et je me rends compte que je dois aller au coiffeur. Chez le coiffeur, pardon. Par applaudissement, est-ce qu'il y en a d'autres personnes ici qui aiment beaucoup les films d'horreur ou il y a que moi? Ouais, ok. Autant de personnes qui ont voté pour Philippe Poutou à Bordeaux. D'accord. Et à l'autre sens, il y a des gens qui ne regardent jamais les films d'horreur par applaudissement, s'il vous plaît. Waouh! Ok les camarades, le but ce soir c'est que j'arrive à vous convaincre d'en regarder un max. Parce que je trouve que les films d'horreur, il y a un truc qui est très intéressant. C'est un des genres de cinéma les plus politiques. C'est vraiment, il y a plein de genres de cinéma politique, mais en fait,
Il y a d'autres trucs politiques que des bourgeois qui filment d'autres acteurs bourgeois qui se morvent dessus en faisant semblant d'être pauvres. Mais vous avez le droit d'aimer Xavier Dolan, hein, c'est pas le souci. Mais moi, ce que j'aime, c'est les films d'horreur. Je trouve que c'est très politique parce que dans les films d'horreur, ce qui nous fait peur, c'est aussi ce qui nous fait peur en tant que société. Wow. 1 an de licence cinéma rentabilisé. Non, c'est vrai. Et du coup, si on regarde les plus gros succès des films d'horreur par décennie, on peut un peu se rendre compte de qu'est-ce qui a marqué les contemporains, comment ça a cristallisé les peurs d'une époque. Des exemples, par exemple, 97, Scream de Wes Craven, la peur des tueries scolaires dans les années 90. Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, la désertification des milieux ruraux dans les campagnes, pléonasme des milieux ruraux du coup aux États-Unis, et le fait que l'homme de la campagne est devenu un truc effrayant, et l'exorciste, la peur d'avoir 2 prêtres dans la chambre d'un enfant. Classique. Mais vraiment, c'est un truc tellement politique que même des films qui peuvent nous paraître très grossiers, en fait, ont un vrai message politique. Je vais vous parler d'un film que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui peut faire rire avec son titre. C'est le film Saucisse. En rapport au sexe. Tu l'as ? C'est écrit, hein. Non, Saucisse, qui est le 6e volet de la saga Saw, mais qui a un texte politique. Il est sorti en 2009, en plein pendant l'Obamacare. Et je vous résume le film, après on parle des films d'horreur écologiques. En gros, on suit le tueur John Kramer. Voilà, c'est lui, que vous citait sous le nom de Jigsaw. C'est comme ça qu'il est appelé dans les films. Et que moi, j'appelle personnellement Daddy. Voilà. Et Daddy a un problème, c'est que Daddy a un cancer. Et il demande du coup à son assurance maladie, ça c'est le CEO de son assurance maladie, de couvrir ses frais. Et comme des centaines de milliers d'Américains tous les ans, on lui refuse les soins, donc il est condamné à mourir. Tout ça parce que ce mec-là, il a une team de gens qui sont payés à refuser des dossiers. Ne voyez aucun parallèle avec la réalité, bien entendu. Du coup, comme il est un peu soupolé, Daddy, il kidnappe le CEO et ses employés et il le force à choisir qui doit mourir et qui doit vivre à travers une série de pièges de plus en plus sadiques. Et quand il veut sauver quelqu'un, il faut qu'il s'automutile. Fun. Ah, bon, c'est pas grave, chacun ses goûts. Et le film se termine quand le CEO est confronté à un jeune homme dont la famille a été... on lui a vu refuser des soins à cause de son assurance, il a perdu son père, et ce jeune homme doit choisir s'il doit tuer le CEO ou non, et il tue le CEO. Ça vous rappelle pas quelqu'un récemment, ça, par hasard ? Voilà, John Kramer, Luigi Menet, buté des CEO. Moi, je trouve ça assez incroyable comme parallèle. 2009, 2024, et pourtant, on a toujours les mêmes problématiques. Et ça qui est fort avec les films d'horreur, c'est qu'ils arrivent à cristalliser nos peurs, nos inquiétudes. Et donc, quand on a commencé à se dire peut-être que l'écologie, ça craint, peut-être que l'homme a une influence néfaste sur la planète, donc dès les années 50, on a commencé à avoir des films d'horreur là-dessus. Des fois, c'est très bien fait. Des fois, on a une histoire avec une belle résonance émotionnelle, où vraiment, on sent des enjeux incroyables, familiaux. Il y a même des enfants qui meurent, et c'est un chef-d'œuvre, The Host, je vous le conseille. Et des fois, on a des films qui ont le même principe, avec des enfants qui meurent, mais c'est avec des sapins de Noël, et c'est pas ouf. Je vous le conseille pas forcément. Il y a plusieurs types de films d'horreur qui parlent d'écologie. Il y a les films avec des monstres qui ont été transformés par la science, par des opérations, et qui s'attaquent à des personnes innocentes. Alors, pour les gens qui écoutent le podcast, le locuteur vient de mettre une photo de Johnny Depp pour prouver à tout le monde qu'il est déconstruit. Mais du coup, Godzilla, la peur du nucléaire, The Host en Corée, du coup, l'ingérence américaine, et Johnny Depp. Il y a d'autres genres qui sont aussi intéressants. Il y a les films où la nature essaie de coloniser la planète, vraiment, ou en tout cas la nature se venge. Mais vraiment, les arbres, les champignons, Gaïa, c'est du body horror, c'est très bien, c'est un peu dégueulasse, mais en gros, c'est vraiment des gens qui commencent à avoir des champignons qui leur poussent dessus. Annihilation, c'est vraiment une colonisation de l'espace à la base utilisé par les humains. Un film qui est très connu et qui est pas ouf du tout, qui parle de ça, c'est Phénomène, The Happening. Je sais pas si vous voyez, c'est avec Mark Wahlberg qui joue très très mal pour le coup. Et le concept, c'est simple, c'est que il y a des épidémies de suicide, les gens se suicident d'un coup. La explication de ça, c'est qu'en fait, les arbres, pour se protéger des humains, dès qu'ils voient un humain qui s'approche, ils sécrètent une toxine qui pousse les humains à se suicider. Complètement dingo comme scénario. En vrai, l'acacia fait ça. L'acacia, en fait, quand il se fait attaquer par un prédateur, il prévient avec des signaux d'alerte ses autres congénères qui, eux, sécrètent des toxines qui sont dangereuses pour les animaux. Donc c'est pas ça qui rend le film pas crédible, c'est que le film essaie de nous convaincre que Mark Wahlberg serait un excellent professeur d'SVT. Je rappelle que c'est quand même ce mec-là, à la base, Marky Mark.
Et le dernier type, enfin c'est pas, il y en a plusieurs types, mais un des derniers types qui m'intéresse normalement, c'est les films d'animaux. Les films où les animaux attaquent. Sans autre raison que leur instinct naturel. Pour les auditeurs du podcast, le locuteur vient de remettre une photo de Johnny Depp parce que c'est un gros prouveur. Sinon, vous avez du coup Les Dents de la Mer, Crawl en 2019, il y en a plein, hein, The Swarm, Lake Placid, que des trucs où c'est des animaux qui attaquent. Et ce que je trouve génial, c'est qu'à chaque fois, en fait, la situation est la même. C'est l'homme qui arrive dans un territoire qu'il ne maîtrise pas. Hein, c'est toujours de ça. Il se retrouve en fait pas soudainement en haut de la chaîne alimentaire. Alors ça peut être une savane, une jungle, un lieu un peu naturel. Anaconda. Je sais pas si vous vous souvenez d'Anaconda. Ouais. Ah, ça c'est Nicki Minaj. Okay. Vous voyez. Mais on n'est pas là pour citer des soutiens de Donald Trump. L'eau pour les Dents de la Mer, le désert pour Arakatak ou Tremors. Et c'est souvent dans cette... Alors c'est rarement dans la neige ou dans l'espace parce que c'est compliqué niveau budget pour des petites productions. Mais parfois ça se croise et c'est tout le temps avec des requins. Par exemple, on a Sharknado, l'air et l'eau. On a la Sand Shark, le désert. On a Snow Shark et on a bien sûr Space Shark. Voilà. Après, si vous n'aimez pas le cinéma d'auteur, n'en dégoûtez pas les autres, s'il vous plaît. Il y a un truc qui m'intéresse de ouf dans ça, c'est que je trouve qu'il y a une altérité avec nous. Le fait qu'on n'est plus au top de la chaîne alimentaire, ça nous renvoie en fait un peu à notre propre comportement. Par exemple, je trouve que dans la description des yeux du requin des Dents de la Mer, qui est aussi dans le bouquin de Peter Benchley, ils disent c'est des yeux noirs de poupée sans émotion. Et pour avoir ma famille qui bossait là-dedans, je vois pas une différence entre ces yeux sans émotion dans ceux d'un requin qui mange un pêcheur que dans un mec qui bosse dans un abattoir qui bute des veaux à longueur de journée. Est-ce qu'au final, ce serait pas nous, les requins? Voilà, merci de m'avoir écouté. Est-ce que j'ai fait le temps? Oui, 10 minutes, yes. Merci les amis, c'était la première fois que je faisais ça, c'était génial. Vous êtes super. Comment je pars? Je pars juste? Oui, et bien super. Faites un maximum de bruit pour le faux lac, s'il vous plaît. Merci du bruit pour Renan encore, s'il vous plaît. Oh, Eh ben, merci, super, ça m'a fait un peu m'échapper par les films, mais si je suis honnête avec moi-même, c'est surtout Renan qui m'a fait rire, et puis les films, ça me change pas le problème, non. Les choses restent graves, Jacob. Moi, je trouve qu'un beau film, c'est souvent la solution. Tu vois, quand je suis dans une situation d'angoisse, que le monde est horrible autour de moi, je regarde un petit film doudou, tranquille, sans aucune implication politique, dedans ou à l'extérieur, tu vois, un truc pas politisé, genre Harry Potter, tu vois, ou Hunger Games, des trucs légers, quoi, tu vois. Mais moi, au contraire, je crois que quand je regarde un film, ça me tend encore plus. J'ai du mal à me défaire de l'aspect émotionnel. Tiens, une fois par exemple, je suis sortie d'une séance complètement paniquée, crise d'angoisse et tout le package. Et puis, attends que la culpabilité remonte, je me juge, je finis par terre, totalement paralysée. Pareil, en fait. Tu penses pas qu'on a besoin d'aide, en fait? Bah si. Bah si, on devrait aller voir quelqu'un qui nous explique un peu comment on peut naviguer autour de ces anxiétés et au travers de toutes ces pesanteurs, tu vois. Tu sais quoi? Je crois même qu'on l'a déjà rencontrée. Claire Durosard est psychologue, clinicienne et docteure en psychologie. Elle partage depuis de nombreuses années son expertise à l'Université populaire de Lyon, où elle mêle étroitement savoir académique et expérience de terrain. Elle nous rejoint ce soir pour parler éco-anxiété et déréalisation. Mesdemoiselles, Mesdames, Claire Durosard. Bonsoir. Bon, alors moi, ce soir, j'ai hésité, en venant ici, à venir soit avec une réplique de l'horloge de l'Apocalypse, histoire de nous mettre un peu dans le contexte, de voir ce que ça faisait un petit peu d'être mis dans une situation d'anxiété. Puis comme je suis pas stand-upeuse, c'est pas mon travail, je sais pas tellement faire rire ou créer des situations un peu théâtralisées. Finalement, je suis venue avec un truc de psy, mon bouquin de Freud, enfin les œuvres complètes plutôt. Alors je vous demanderais juste simplement de garder vos tomates et peut-être de me huer seulement à la fin, parce que je sais que Freud n'est pas forcément toujours en ce moment, du moins très à la mode. Mais voilà, je vais essayer de vous parler un petit peu de ma place de psychologue, de la question de la gravité,
puisque quand on a un petit peu élaboré l'intervention de ce soir, on m'a sollicité sur la question de est-ce qu'on pourrait penser la gravité du point de vue psychologique, du point de vue psychique. Donc j'ai réfléchi à la question pour vous, et peut-être on pourra y réfléchir aussi après, je ne sais pas comment c'est prévu dans le déroulement de la soirée, mais en tout cas, pour ce qui concerne Freud, je suis ouverte au débat et à la discussion après. Donc la gravité, déjà, quand on y réfléchit à cette question-là, ou du moins quand j'y ai réfléchi, je me disais qu'il y avait deux façons d'appréhender ce sujet. D'une part, on va dire la gravité peut-être au sens littéral, un peu ce sur quoi vous m'interpelliez, hein, la gravité des événements auxquels on est confronté, cette espèce de surenchère de l'actualité qui nous accable au quotidien. Et puis peut-être une autre approche de la gravité qui s'approche aussi peut-être plus d'une définition peut-être plus proche de la physique, même si malgré tout elle reste sur le plan psychique. C'est la gravité de ce qui nous maintient au sol, de ce qui nous ancre, pour employer peut-être un terme qui est un peu à la mode de nos jours. Je sais pas, sur les réseaux sociaux, on parle d'ancrage ou de choses comme ça. Bon, c'est pas tellement mon vocabulaire, mais bon, j'essaie de... Maintenant que j'ai sorti Freud, j'essaie d'avoir un vocabulaire qui fasse qu'on puisse peut-être se rencontrer. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est ancré ? Alors peut-être avant de réfléchir à la question de la gravité du côté de ce qui nous accable et de ce qui peut-être fait qu'on a un petit peu du mal à avancer dans la vie, qu'est-ce qui fait déjà que on est ancré ? Comment ça se développe cette question-là ? Et il se trouve que les psys et les psychanalystes ont beaucoup réfléchi à ces questions-là. Ils ont écrit tout un tas d'ouvrages sur le sujet. Et je voudrais simplement utiliser... l'idée, c'est de ne pas vous assommer non plus de la gravité du savoir et des théories. Mais peut-être que vous connaissez quelqu'un comme Winnicott, qui est célèbre, notamment pour... en tout cas célèbre, on va dire, dans le grand public, pour avoir théorisé l'importance du doudou, de ce qu'il a appelé l'objet transitionnel. Et donc c'est un psychanalyste qui s'est intéressé au bébé. C'est le premier psychanalyste de bébé et qui a montré l'importance de l'environnement pour le développement du sujet humain et notamment pour le développement de sa vie psychique. Et donc la gravité, on peut l'entendre déjà de ce côté-là, ce qui nous ancre, ce qui nous permet au fond d'être en contact avec soi-même, avec les autres du coup, mais d'abord avec soi-même. C'est déjà la gravité au sens évidemment symbolique, métaphorique, qui exerce l'environnement premier dans lequel on se développe tous en tant qu'être humain. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être concise pour peut-être pouvoir développer un peu plus d'autres choses. Je vous invite évidemment à aller lire ce que Winnicott peut avoir décrit sur ce sujet-là. Il va parler évidemment de l'importance de l'environnement, qui est un peu comme le sol psychique, on pourrait dire, sur lequel on s'ancre en tant que sujet et à partir duquel on se développe. Lui, il parle de processus de maturation. Donc cet environnement, il présente des qualités qui vont être propres à faire émerger ce qu'on appelle, nous, des potentialités. C'est-à-dire qu'on arrive au monde avec, on va dire, un bagage phylogénétique qu'on appelle les potentialités, mais ces potentialités, elles ne peuvent se déployer évidemment qu'en contact avec un environnement, Winnicott, il va dire, facilitateur. Et donc cet environnement facilitateur, il est décrit, je parle de Winnicott, mais en fait il y a plein d'autres psychanalystes à sa suite qui ont continué de développer son œuvre, et puis il y a beaucoup de convergences aussi avec d'autres disciplines de la psychologie, et notamment aussi les neurosciences. Donc l'environnement premier, il doit présenter des qualités, les qualités que Winnicott décrit en termes de holding et de handling. Donc le holding, c'est comment on porte un bébé, le handling, c'est comment Alors en français, la traduction, elle est pas très correcte parce qu'on parle on pourrait dire manipuler, mais évidemment, ça a une consonance pour nous. On pense aux manipulations des pervers narcissiques, pour aussi employer un terme qui est un peu tendance. Voilà, bon. Je vais essayer de pas trop développer plus avant. C'est absolument passionnant si vous vous intéressez au développement du sujet et à la toute petite enfance et aux bébés en particulier. Je vous invite à aller lire les développements de Winnicott, mais en tout cas,
voilà, je trouvais intéressant de penser la question de la gravité d'abord aussi du côté de cet ancrage et de comment, au fond, on se développe à partir d'un sol sur lequel on évolue. Et je propose de penser effectivement que ce sol, c'est l'environnement premier du sujet humain. Il y a le sol sur lequel on marche, la croûte terrestre, et puis il y a le sol, on va dire, psychique, qui permet à un individu de se déployer. Merci Claire pour ça. J'ai déjà fini ? Non, pas du tout. Pardon. Comme tu m'avais dit de te poser des questions si j'en avais. Tu fais bien. Soudainement, une question me vient, Claire. Ouais. Justement, quand on a ce socle-là qui est créé, quand on sent que on a normalement un ancrage solide, lorsqu'on perd pied et qu'on commence à être complètement sidéré potentiellement ou à sentir que la gravité autour nous fait perdre notre gravité à nous, comment est-ce que on peut trouver des solutions ? Est-ce qu'on a des chemins possibles pour retrouver notre ancrage, comme tu disais ? Alors, évidemment, on sollicite toujours les psys sur les solutions. Bien sûr. Et puis, vous allez voir le psy à qui vous payez 60 € et qui vous dit la solution est en vous. Et vous avez l'impression de vous être fait avoir. Alors, on va essayer de réfléchir à cette question, mais c'est vrai que j'aime pas tellement en tant que psy être sollicitée du côté de la place de l'experte parce que effectivement, j'ai des connaissances, mais on va dire que l'approche en psychologie, c'est surtout aussi de rendre en quelque sorte le savoir au sujet, même si on ne sait pas qu'on sait. Quelque part, c'est quand même nous en tant que sujet qui sommes le mieux placés pour parler de nous. Donc c'est compliqué d'avoir un discours sûr, ou en tout cas d'apporter des réponses ou des méthodes qui seraient extérieures au sujet. Disons que l'idée, c'est qu'on essaye de co-créer ensemble des solutions ou en tout cas des modèles pour mieux appréhender la vie avec soi-même et puis avec les autres évidemment. Donc des solutions, alors là ça me fait faire un saut à la fin de mon intervention, mais peut-être qu'il est temps déjà Pas du tout, tu peux prendre conclure. dans le sens que tu voulais. Je trouvais intéressant ce que tu amenais comme question du côté du sol qui se dérobe, parce qu'on trouve chez Winnicott toute une théorie autour du traumatisme. Parce qu'en fait, Winnicott, il va expliquer comment, quand il n'y a pas le holding et le handling nécessaires au bon déploiement de la vie psychique du sujet, ça va le faire vivre au nourrisson des angoisses de chute, des choses qu'on va retrouver dans la clinique des patients adultes, par exemple, que lui, il va nommer en termes d'angoisse, de crainte de l'effondrement. Et il va parler d'effondrement. Et c'est intéressant de voir comment il y a des analogies, enfin en tout cas des termes qu'on retrouve dans le langage psy, et dans le langage, par exemple, relatif à la crise climatique. Et on parle aussi, d'ailleurs, en psychologie, à propos du traumatisme, on parle de collapsus. Et on parle aussi de collapsologie, par exemple. Donc il y a des parallèles qui sont vraiment très intéressants. Et effectivement, quand le sol se dérobe sous nos pieds, surtout quand on est un tout petit bébé, on vit des angoisses de chute, des choses effectivement qu'on retrouve dans la clinique des patients. Et évidemment, la solution, si je peux l'annoncer comme ça, c'est de travailler déjà à pouvoir intégrer les expériences déjà prendre conscience des effondrements, intégrer les expériences d'effondrement pour les faire siennes et puis pouvoir, on va pas changer l'histoire du patient, mais on va l'aider à pouvoir intégrer cette expérience et continuer de vivre avec et éventuellement à repérer, parce que ce qui est intéressant dans les travaux de Winnicott sur l'effondrement, c'est qu'il dit que chez certains patients, c'est des effondrements qui ont eu lieu de façon tellement précoce que ça n'a pas laissé de traces. Et c'est le propre du souvenir, du traumatisme, de ne pas laisser de traces, puisque le traumatisme, par définition, il provoque sur la psyché un état de sidération, et ensuite, il amène à différentes solutions pour faire face aux aspects traumatiques qui vont déborder l'appareil psychique, qui font que cette expérience traumatique, elle va pas être subjectivée dans la vie psychique du sujet, et donc son destin, entre autres, on va parler par exemple de dissociation, on peut parler de clivage. Alors la dissociation, pareil, c'est un terme qui est plutôt un peu en vogue en ce moment, et en fait qui est très ancien, parce qu'on le trouve déjà, c'est là où je sors mon Freud, on le trouve déjà dans les études sur l'hystérie, puisque c'est déjà décrit cliniquement en fait ces états de dissociation. Donc c'est pas du tout nouveau dans la théorie psy, même si c'est un peu actuel. En plus, on en parle de façon un peu, je trouve assez souvent quand on est un peu branché sur les réseaux sociaux.
Donc, quand le sol se dérobe, déjà, en fait, c'est toute l'expérience traumatique, finalement, il va falloir la réintégrer dans la vie psychique, c'est-à-dire que la partie de soi dont on s'est coupé pour pouvoir continuer à vivre et à faire face aux exigences de la vie, il va falloir ce qu'on appelle la resubjectiver quelque part, réintégrer cette expérience traumatique qui laisse des traces et des vécus de non-subjectivation. Donc ça, c'est tout le travail qu'on fait évidemment en thérapie, qui prend du temps. Et l'expérience traumatique, sa caractéristique, et là c'est là où ça rejoint les questions relatives à la gravité et aux phénomènes actuels, l'expérience traumatique, elle se caractérise en fait par une intensité, par une quantité d'excitation telle que ça effracte les capacités de l'appareil psychique de traiter l'événement. Donc en fait, le traumatisme, en soi, c'est la définition la plus simple et la plus réduite qu'on puisse avoir. C'est Freud qui la donne. C'est celle-ci, c'est effectivement l'idée que l'appareil psychique, son travail, c'est de faire avec les excitations, de les transformer, de les intégrer dans l'appareil psychique pour après les symboliser. C'est tout un processus, c'est tout un travail. Et effectivement, quand ces excitations, elles arrivent en trop grande quantité, quand elles sont par exemple trop violente à appréhender, ou alors que la psyché du sujet est trop immature pour pouvoir y faire face, à ce moment-là, il y a des solutions défensives qui vont se mettre en place, comme se couper de soi, et donc ça fait des vécus paradoxaux que Winnicott décrit très bien, puisqu'il a beaucoup travaillé sur le paradoxe et des effets paradoxaux d'expériences vécues non vécues, par exemple. Et donc, c'est ce qu'il appelle des effondrements qui ont lieu à des moments... Alors lui, comme c'est un psychanalyste de bébé, il s'intéresse au traumatisme précoce et du coup, il va travailler avec ses patients sur cette question d'un effondrement qui a eu lieu, mais qui n'a pas été vécu comme un effondrement subjectif, comme une expérience subjective. Et donc, ce qu'il décrit, et c'est très intéressant, c'est comment dans la clinique de certains patients adultes, en fait, on retrouve des craintes de l'effondrement, c'est-à-dire des patients qui vivent dans des états d'angoisse permanent, avec des idées de mort imminente, des angoisses, d'effondrement ou de mort qui pourraient survenir, et qu'ils rattachent à la question d'un effondrement qui a déjà eu lieu. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, et ça permet de faire des liens avec les angoisses d'effondrement, ou plutôt les craintes de l'effondrement sur le plan, par exemple, de la crise climatique. C'est-à-dire que l'idée, et ça, pardon, j'ai la voix qui s'enraye un peu. Et c'est des choses qu'on retrouve, par exemple, je ne sais pas si vous avez lu Roland Gori, je perds ma voix. Est-ce que tu veux de l'eau, Claire ? Oui, peut-être, je crois que je manque d'eau. C'est la sécheresse. Je ne sais pas si vous avez lu Roland Gori, qui est un psychanalyste aussi, qui a beaucoup écrit sur les phénomènes sociétaux, et notamment les enjeux actuels, et il a écrit sur la question de l'effondrement, justement, en posant cette question et en disant « et si l'effondrement avait déjà eu lieu ?» Et justement, il parle de l'étrange défaite de nos croyances, avec l'idée que, finalement, cet effondrement qu'on pourrait craindre comme étant à venir, en fait, a déjà eu lieu. Il faudrait que je boive, en fait. Vas-y. Et santé. C'est fini ? Non ? Écoute, si jamais tu veux nous donner ton mot de la fin. Peut-être la question, c'est parce que effectivement, on attend des psys qui puissent donner des solutions. Et là, tu nous aides à te déconstruire, c'est aussi intéressant et c'est le cheminement que tu proposes. C'est bien ça. Je suis bien désolée de vous dire que j'ai pas de solution. Enfin, en tout cas, pas toute faite. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que parmi les solutions, et là, j'en appelle encore à Winnicott. Finalement, j'ai pas trop cité Freud, ça va. J'en appelle encore à Winnicott, qui est vraiment quelqu'un de très intéressant à lire, je vous invite vraiment à le faire, et qui a beaucoup écrit sur la créativité, et notamment sur le fait de vivre créativement, et qui parle, entre autres, de la maladie psychique, et il explique que, finalement, il donne une définition de la maladie qui n'est pas du tout une définition d'expert. Il dit que la maladie psychique, elle se caractérise par l'impossibilité à vivre créativement. Et peut-être on pourrait dire que c'est ça le plus grand effet du traumatisme sur nos psychés, c'est de sidérer notre pensée, de produire différents types de dissociation, de réponses à ce trauma, et à empêcher notre créativité de se déployer. Donc peut-être que l'invitation que je peux faire, c'est en aucun cas une injonction, mais c'est d'essayer de remobiliser notre créativité et pour la mettre au service
aussi du lien qu'on a les uns avec les autres, et au service, c'est un peu pompeux peut-être de le dire comme ça, mais de l'amour, de l'amitié, parce que c'est les liens aux autres qui génèrent du changement, qui génèrent du soin aussi. Il n'y a pas que chez les psys qu'on se soigne, même si des fois c'est nécessaire, et que c'est par là où le trauma il dissèque, il coupe, il casse, il sépare et il oppose, enfin il met en état de sidération, c'est dans le lien à l'autre qu'on peut sans doute trouver une issue. Merci pour ce lien. Mesdames et messieurs, toutes les personnes en dehors, Claire du Rosard, s'il vous plaît. Bah tu vois, moi ça me fait du bien cette invitation. Bah oui, moi Et aussi. je suis contente d'être là. Ça y est, je suis contente. Ça Mais me tu fait vois, du c'est bien. chouette, hein. Ouais, tu vois. Puis c'est bien, tu vois, on avance sur les questions de l'effondrement, de la compréhension du chemin. Ah, mais il y a tellement d'autres choses graves encore à traiter, Jacob. J'ai l'impression qu'on n'aura jamais le temps de tout détricoter. C'est clair qu'en 1h30 de spectacle de stand-up, on n'aura pas le temps de tout traiter, on n'est pas rendu. Sans compter que là, on parle des trucs graves qui ont lieu, on ne parle pas des trucs graves qui ont eu lieu et qu'on devrait remettre en question, qu'on devrait critiquer, cancel, pardonner, réparer, etc. Comme par exemple avoir acheté plein de goodies Harry Potter. Je dis pas que je l'ai fait, je dis faut le remettre en question, quoi. Voilà. Oui, puis plus grave aussi, tu vois, que Harry Potter. On déboulonne des statues d'esclavagistes. On tente tant bien que mal de réparer des siècles d'oppression. On met parfois des dizaines d'années à reconnaître la gravité d'actions passées. Mais ces actions restent profondément graves et ancrées. Elles pèsent et nous écrasent tout autant. Oui, clairement, ça rajoute de la pesanteur à la pesanteur. Hein. Voilà. L'intersectionnalité, c'est chouette, c'est puissant. Ça implique de prendre conscience de tout plein de gravité. Et du coup, quand on les croise, eh ben, c'est pire. Et en plus, quand le monde ne veut pas se déconstruire et abandonner ses privilèges et ne prend pas au sérieux ces sujets, passé comme présent, bah, ça aide clairement pas. Tiens, tu sais quoi, on va en parler avec Marc de tout ça. Marc est un humoriste toujours à la croisée des mondes, soi-disant trop campagnard dans un monde de bobos, trop urbain en Ardèche, blanc pas assez mais noir un peu trop, il trace son propre chemin. Il développe un style unique et use de ce sarcasme pour se défaire des clichés qui lui sont attribués et nous mettre face à nos propres contradictions. Il est là ce soir pour se faire entendre et raconter avec ses mots. Mesdemoiselles, mes demi-ciels, Marc. Yes. Ah, je suis un peu ému. D'habitude, j'ai plus de chances de passer après quelqu'un qui parle de son zizi plutôt qu'après une psychologue. Vraiment, c'est magnifique ce qui se passe. Alors, vous voyez, ça a quand même un petit mix. C'est de la joie et en même temps, il y a un peu de pression. Ouais, vraiment, c'était très sérieux. Bon, là, voilà, ça va être des blagues. On va rigoler tous ensemble d'un sujet grave quand même. C'est le thème de la soirée. Ok. Yes, merci. Ok, non, quand même, vous allez bien, tout se passe bien pour vous, votre soirée se passe bien, votre journée se passe bien. Yes, ok, ça peut changer, voilà. Alors, c'est pas une menace, ce n'est pas une menace, attention. C'est juste qu'on va parler d'un sujet d'actualité, voilà. Peut-être vous l'avez vu là, dernièrement, il y a l'ONU qui a parlé d'un traité de loi, voilà, qui disait que l'esclavage était le pire crime contre l'humanité. Bah merci déjà de l'avoir dit, tu sais. Maintenant on est tous au courant, voilà, que l'Europe doit rembourser l'Afrique, tu sais, et redevable à l'Afrique. Voilà, maintenant on le sait tous, ça fait plaisir. Il se passera jamais rien d'autre, mais moi voilà, on le sait. C'est cool, vraiment merci quoi. Ça fait plaisir. Et tu sais, moi ça m'a fait penser à un truc. Tu sais, c'est comme quand tu donnes une caution genre de 600 balles, tu sais, à ta proprio, et genre en mode, tu sais, ça fait 2 mois t'attends et genre ils te remboursent pas et tout. Ça ouf. Je te déteste, Tourdia. Voilà, non, c'était un petit message. Non, en vrai, je sais que c'est un sujet qui peut tendre un peu, tu sais, on parle d'esclavage et tout. Je sais que ça peut un peu crisper, du coup, je vous ai préparé un petit jeu. Ok, et le petit jeu, c'est quoi? C'est des devinettes. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ok, alors la devinette, c'est... Mais bon, qui sont donc les pays qui ont donc voté contre cette loi, pourtant remplie de bon sens? Alors, attendez avant de répondre.
Peut-être que certains n'ont pas les réponses, du coup on va jouer à un petit jeu. Il y a 3 pays à deviner, je vais vous donner des indices. Allez, c'est parti. Le premier pays, attention, est un repère à nazi. Alors attention, non, c'est un jeu, je sais que nazi, ça peut un peu choquer, donc on va remplacer le mot. Vous pouvez dire propriétaire de Tesla, ou alors, quoi, l'avortement, mais c'est pas un droit, pourquoi on le mettrait dans la Constitution? Voilà, ah, vous avez deviné, États-Unis, voilà. Tu as le droit maintenant d'acheter un pistolet sans aucun suivi psychologique. Merci à toi, ça fait plaisir. Deuxième pays, attention, je sens que vous êtes chaud. Yes. Deuxième pays, celui-là un peu plus tricky, c'est un repère à néo-nazi. Alors, non, attendez, on a dit que le jeu, quand même, c'était un peu choquant, le mot nazi, du coup, à la place, on va le remplacer, vous pouvez dire, non, mais cette terre m'était promise il y a 3000 ans. Voilà, à vos guesses. Peut-être qu'il y en a qui l'ont. Israël, ouais, voilà. Après, ça peut un peu sonner comme une critique. Sur l'échelle Pascrapo, tu es maintenant antisémite. Voilà, c'est pas moi qui fais les règles, mais quand même, merci de ta participation. Eh oui, c'était une tricky question, je l'avais dit. Et le troisième pays, attention, je me calme, je suis un peu surexcité. Le troisième pays, c'est le lieu de retraite de tous les nazis. Voilà, un peu leur Club Med, tout ça. Alors, je sais que, attention, pardon, j'avais dit que c'était un jeu, on va pas dire nazi. Vous pouvez dire, comment ça, blonds, yeux bleus? Oui, je suis latino. Ou quoi? Müller, ça n'a rien à voir avec l'Allemagne, mon nom de famille. Vraiment, on l'a peut-être. Argentine, voilà, stylé, voilà, on a les 3 pays. Wouh! Voilà, yes. Voilà, vous venez d'applaudir les 3 pays qui ont voté contre. Ça fait plaisir. Voilà, donc Argentine, Israël et les États-Unis. Ouais, moi j'étais un peu choqué quand j'ai vu la liste en vrai. Non. Et mais ce qui m'a un peu choqué par contre, c'est l'ironie de la situation, tu sais. Les 3 pays qui ont voté contre, quand même, ils ont une grande partie de leur histoire qui est basée, tu sais, sur un génocide. Quand même, c'est dingue. Tu sais, t'as les États-Unis avec les Amérindiens, l'Argentine avec les crimes de guerre dans les années 70 et 80 de leurs dictateurs, et Israël. Vraiment, allumez vos portables. C'est en live, voilà. C'est vraiment, allumez-les, c'est comme ça. Mais je me suis quand même posé la question, c'est quoi le pire? Assumer que ton pays est foncièrement mauvais, et voter contre le traité, ou sinon faire genre ton pays a un peu changé, et tu t'abstiens et tu fais peut-être personne va voir. Et oui, cocorico, on s'est abstenu. Et quand je dis on, c'est la France. Wouh! Et non, vraiment, non, pas du tout. C'est chaud. En vrai, c'est chaud, surtout quand on voit que c'est nous qui avons quasiment le plus de territoire outre-mer et aussi le plus grand nombre de colonies. Bon, l'ambiance change un peu, c'est vrai. Mais moi, tu sais, je pense que quand on allait voir les responsables de la France, on leur dit mais du coup, c'est le crime le plus grave, contre l'humanité. Tu sais, le représentant. Plus grave. Esclavage, quand même, on les a sortis d'une situation précaire. Enfin, la croisière était à nos frais. Bon, voilà, Non, mais... Ah, et puis maintenant, grâce à nous, ils savent parler français. C'est stylé. Grâce à nous, maintenant, Marc sait parler français. Et c'est grâce à nous, peut-être que maintenant, il sait faire du stand-up. Voilà. Donc, maintenant, tous à 3, on va crier colonisation. 1, 2, 3. On sait jamais, je joue à Lyon. On fait attention. Je fais attention. Non, mais c'est chaud, tu sais. Je sais que la colonisation et l'esclavage, ça a eu une répercussion grave aussi, tu sais, sur les personnes et les personnes issues de cet héritage-là. Et je sais que ça a eu un impact aussi mental, tu vois. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, j'aimerais parler aussi de santé mentale, puisque ça a impacté, tu sais, toutes ces personnes-là qui venaient d'Afrique, etc., ou alors leurs descendants. Et je sais que c'est compliqué, tu sais, de parler de santé mentale quand t'es un homme, déjà, premièrement, c'est compliqué. Par exemple, salut, comment tu vas? Tu veux bien me parler 2 secondes? Oui? Ok, on part sur ça. Tu parles de santé mentale souvent? Oui. Nique mon sketch. Bon, pas grave. Tu es comme ça, c'est très bien. Bon, de parler de santé mentale, c'est vrai. Par contre, moi, je prends un autre exemple. Je sais que parler de santé mentale, quand t'es un homme noir, c'est compliqué. J'ai un exemple que je connais bien, en tout cas que je connais depuis 24 ans. Mon gros daron. Voilà, c'est lui. Et tu sais que c'est compliqué de prendre la parole, surtout en Afrique. Tu vois, prendre la parole en Afrique, ça s'appelle être une femme. Voilà.
Pourquoi ? Parce que c'est que elles qui parlent des sujets sérieux, qui osent élever la voix, et c'est une vérité. Tu sais, peut-être un petit truc culturel que vous savez pas en Afrique, tu mets que des hommes noirs dans une pièce et tu fais rentrer une personne de genre féminine, tous les hommes vont se taire. Voilà, vous saviez peut-être, petit truc culturel ? Oui ? Non ? Pour ceux qui savent pas, je vais vous expliquer, ce petit truc culturel en Afrique, ça s'appelle la misogynie. Voilà, pas de... Et je veux dire, c'est très dur, tu sais, de parler quand t'es un homme noir, c'est vrai, je m'en suis rendu compte. Moi, je pense que, tu sais, les premiers mots de mon père, ça a été... Et c'est compliqué quand tes premiers mots, c'est le silence. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Tu sais, moi, je pense que mon père, c'est un peu un footballeur en déclin qui essaie de me compter tous ses exploits passés. La dernière fois, je devais prendre le métro et il ne passe pas. Je dois prendre le vélo pendant 40 minutes, c'est chiant, je vais me plaindre à mon père. Et je lui dis, ouais, voilà, papa, 40 minutes, c'est chiant. Et tu sais, lui, il était comme... Oui. Mais est-ce que tu sais, moi, ce que je devais traverser pour aller jusqu'à l'école ? Une fois même, j'ai dû me battre avec 18 lions. À main nue. Et tu sais, j'étais comme, excuse-moi, papa, c'est vrai, on en oublie la vraie question, c'est qu'est-ce que je m'en bats les couilles ? En vrai, voilà, c'est ça. Le seul truc que je traverse, c'est Villeurbanne. Voilà, à la limite. C'est vraiment le seul félin que j'ai croisé. J'habitais à QC, peut-être que vous connaissez Crackheadland. Voilà, c'est un mec sous drogue qui sera là comme... Voilà, on n'a pas la même notion des problèmes. Donc tu m'imagines aller voir mon père et lui dire, ben voilà, papa, en ce moment, ça va pas. Tu sais, je me sens un peu triste, c'est une petite dépression. Tu sais, c'est comme... Oui. Mais est-ce que tu as mangé des fruits ce matin ? Deuxième petit truc culturel pour vous, voilà. Quand vous êtes dans un foyer africain et vous faites une connerie, vous prenez une tarte et après, pour se faire excuser, on te passe un petit bout de fruit. Voilà. Hop, une gifle, hop, une mandarine. Voilà, c'est chacun son éducation. Et tu sais, quand je raconte ces blagues, merci, ça fait plaisir. Et tu sais, à chaque fois que je raconte ces blagues, tu sais, j'essaie de voir dans le public un peu s'il y en a qui peuvent un peu, tu sais, relate à toutes mes histoires et tout. Non. Peut-être que les darons africains sont trop occupés à donner des salades de fruits à leurs enfants. Voilà. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué. Et moi, c'est que je pense, si mon daron il avait grandi à l'époque des Black Panthers, tu sais, je pense que Malcolm X, il aurait eu beaucoup moins de buzz. T'imagines Malcolm arriver devant mon père et dire, voilà, papa, en ce moment, c'est pas cool. T'sais. Les blancs, ils sont pas sympas avec moi. Je peux pas m'asseoir dans le bus. Et tu sais, peut-être t'as des conseils. Tu sais, il serait comme, oui. Mais est-ce que tu as vu cette belle orange ? Voilà, ça ne marche pas, en vrai. Ça ne marche pas. Et tiens, il y a souvent un truc où j'ai quasiment fini, mais je vais vous raconter pourquoi ça me fait plaisir de parler de tout ça. Quand on m'a dit il faut parler d'esclavage, etc., et aussi briser tous ces carcans, tu vois. Moi, j'ai pensé à un truc. Déjà, en fait, on peut pas briser toutes ces normes et tous ces trucs sociétaux quand on est dans une société totalement régie par des personnes blanches. Oui. Après, l'ironie, c'est que là, je vous dis ça. Aucune critique. Vraiment, il n'y a aucune critique. Mais en même temps, c'est ça. C'est la société qui est comme ça. Et moi, je pense que pour se libérer de tout ça, parce qu'au final, c'est quoi ? On a dit que l'esclavage, c'était le pire crime, mais après, qu'est-ce qui change ? Voilà, c'est ça, c'est la réponse. Rien, c'est ça. Et je pense que pour changer tout ça, il faut qu'on s'accepte aussi tous ensemble comme une société égale, c'est ça ? Et qu'il y ait des personnes pas que blanches en termes de représentation, mais aussi des personnes noires, des personnes venant d'Asie, de tout sexe, tout genre, tout, en fait. Et ce texte-là, à la fin, je l'ai pas trop travaillé, mais c'est pour vous dire que j'espère que cette société sera peut-être moins blanche dans le futur, peut-être plus mixte. Et le fait que vous soyez là pour écouter des personnes parler de sujets sérieux comme ça, ou le fait qu'il y ait aussi des personnes qui viennent parler de la gravité au-delà de l'écologie et des actes graves, ça me fait plaisir. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci encore, énormément de bruit pour Marc, s'il vous plaît. Moi, je crois que je suis un peu comme Claire, j'ai soif. Moi aussi, Je crois que j'ai besoin d'un bon verre, de pouvoir prendre des amis dans les bras et de faire une petite pause pour retrouver des amis, là. Mais je pense surtout que quand on aborde des sujets graves, il faut aussi savoir faire des pauses à des moments. Ouais. Et peut-être que c'est ce qu'on peut se proposer tout de suite. On s'offre 15 minutes d'entracte, ça vous dit ? Très bien. Alors on se retrouve dans 15 minutes. Les petites règles du coup, c'est que les toilettes sont juste dehors, mais ne vous regroupez pas toutes et tous dehors pour parler trop fort dans la cour. Il y a des voisins et des voisines. Si vous voulez fumer, c'est plutôt dans la rue dehors. Vous
pouvez évidemment commander et vous restaurer au bar. Et on se retrouve dans 15 minutes pour la suite du spectacle. Merci beaucoup. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons donc pouvoir reprendre tranquillement. J'espère que vous êtes bien installés sur vos sièges. Jacob, mais qu'est-ce qu'il est en train de... Qu'est-ce qu'il fait là, passer au milieu du public? Jacob, tu vas où? L'entracte est fini. Non, mais je me casse, en fait, je fais mon sac. Attends, comment ça tu te casses et tu fais ton sac? Attends. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Jacob, là? Il part. Non mais Jacob, on ne part pas. Écoute, Jacob. Non, le monde est à chier. Jacob, ok. On respire, on se calme. Ouais. On ne part pas en plein milieu d'un spectacle. Je vais dans l'espace. Voilà, je pars. Le monde est à chier, je serais bien meilleur que sur Terre. Voilà. Dans l'espace, d'accord. Bon, rappelle-toi ce que tu m'as dit l'autre jour, d'accord? Tu reviens là, tu te pose ton sac. Enlève ton sac. Oui. Tu arrêtes de faire l'enfant maintenant. Non. Si. Non. D'accord, mais tu racontes au monde, aux gens, ton histoire. Tu sais ce que tu m'as raconté. Et j'arrête de faire l'enfant avec cette voix. Oui, c'est vrai que pardon. Avec tout mon respect. Non mais pardon, en fait j'ai envie de me casser. Voilà, que ça soit clair entre nous, je vous aime, je vous adore, je passe une très bonne soirée avec vous. Vous passez une bonne soirée? Oui. Moi mais aussi c'est vraiment super, mais voilà, que ça soit clair entre nous. Moi j'ai envie d'aller dans l'espace, voilà. Quand j'étais petit, déjà je rêvais d'aller dans l'espace. J'étais bercé par cet imaginaire là, des vaisseaux, des grands espaces, l'immensité, des empires qui contre-attaquent. Voilà, c'était... Ouais, parce que souvent dans les films sur l'espace, il y a quand même toujours la présence de l'Empire, on est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire que l'espace, Star Wars, tu retires les sabres laser, c'est juste un film de fans de Napoléon. Voilà. Louis Sarkozy avec des lasers. Tchou, tchou, tchou! Il faut supprimer le code de la route de la ceinture d'astéroïdes. Et mon papa, il a pas touché les sous d'Obi-Wan Kadafi. Et non. J'imagine cette voix-là pour Louis Sarkozy, laissez-moi tranquille, mais... Et là, vous pourriez me dire, mais attends, Jacob, dans Star Wars, on s'intéresse à la République, à la Résistance. Kenobi, c'est Mélenchon! Alors déjà, calmez-vous. Petit 2, je m'en branle. Voilà, c'est... Non, mais je m'en fous. La vérité, c'est que j'ai vu les Star Wars très tard. Voilà, et c'est pas un film que j'aime tant. Alors oui, je suis désolé, tous les gens cool, hein, mais pendant que vous étiez occupés à regarder des vaisseaux qui explosent, et ben moi... Je baisais pas plus que vous, voilà, mais je le faisais sans regarder des vaisseaux qui explosent. Et je chopais pas, voilà. Je savais pas qui était Han Solo à l'époque. Je pensais que c'était le frère de Bruno Solo, c'est tout. Fait, voilà, dit... c'est... Et puis on dit Han Solo. Oui, c'est vrai, voilà. Mais c'est... Merci. Non, mais en fait, j'étais bercé par cet imaginaire de l'espace, mais c'est très peu passé par les films. Parce que moi, je suis pas très fan de films de manière générale. J'ai regardé des films très tard. En fait, j'ai été déçu par les films très très tôt. C'est arrivé quand j'étais en CM1. J'avais un copain qui s'appelait Robin. Et un autre qui s'appelait Arthur. Et donc, dans la cour, on jouait au roi Arthur, à Robin des Bois, Arthur et les Minimoys. Et un jour, on a voulu jouer avec un film sur mon prénom. Et ben, la traversée des Juifs dans le désert, c'est long pour une récré. Voilà, c'est... Et après, on a cherché un autre film et je me suis retrouvé à faire Rabbi Jacob, donc un rabbin antisémite. La semaine d'après, j'étais plus copain avec Robin et Arthur. Voilà ce qui s'est passé. Ça s'est arrêté très vite. Et puis, globalement, je trouve que tous les films ont une vision un peu merdique de la société. Les films nous mentent, hein, globalement. Cette déception, elle est arrivée très tôt par les films. Et je suis désolé, Renan, hein, mais en fait, quand j'étais petit, on m'a montré Jurassic Park. Et la semaine d'après, on m'a amené au parc de la Tête d'Or. Je pensais voir des dinosaures, j'ai vu des crocodiles dépressifs. Voilà. Et des vieux du 6e en Rosalie. Déçu, hein, globalement, le bonhomme. La vie est nulle depuis le début, les films nous mentent, et notamment les films, ils mentent sur l'espace. Hein, voilà. Dans l'espace, c'est cool, il y a des lasers, il y a des bruits d'explosion, il n'y a pas de son dans l'espace, il n'y a pas de bruit d'explosion, voilà. Il y a un seul film honnête sur l'espace, un seul, c'est le film Seul sur Mars, avec Matt Damon, parce que déjà, il est seul. Voilà. Et surtout, il fait pousser des patates dans son propre caca. Voilà. C'est ça la réalité de la conquête spatiale si on va sur Mars, hein, globalement. Ça et l'Irlande en 1866. Voilà, c'est... En fait, l'espace, je trouve ça nul dans les films, mais l'espace en vrai, ça m'attire vachement, parce que ça me permettrait de m'extraire de la gravité terrestre et de m'extraire d'ici. Parce que dans le fond, je pense que je fais ça pour fuir. Hein, voilà, on va pas se le mentir. Parce que le monde, il est pas très réjouissant. On a l'impression de vivre des trucs en boucle, des événements en boucle. Enfin, je vous rappelle quand même où on en est. Hein, 3e guerre mondiale, 17e choc pétrolier, les Tuches 5, le Covid 2. Voilà, c'est... Ah, vous avez pas suivi l'antavirus, hein? Si vous n'avez pas suivi, attendez, vous allez adorer. Vous avez aimé le moment où on faisait du crochet, on prenait des apéros par Zoom, vous allez adorer, ça va être top.
Globalement, il y a quelques jours, il y a un bateau de croisière, le MV Ondus, qui devait relier Ushuaia au Cap-Vert, qui est resté bloqué au port au Cap-Vert à cause de plusieurs cas suspects d'hantavirus. Pas de panique, rien de grave. Il y a 3 morts. Pas de panique, qu'un grave. Non, rien de grave, vraiment. 6 semaines d'incubation, les gens, il y en a déjà qui ont débarqué, qui sont morts dans d'autres pays. Pas de panique, rien de grave, d'accord ? Très bien. Cet après-midi, l'OMS a fait une conférence de presse. Pas de panique, rien de grave, d'accord ? Le Covid, c'était une petite grippe sans gravité. Pas de panique, rien de grave. Non, et puis vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tous les pays qui ont eu des cas dans leurs frontières se sont inquiétés. Pas de panique, rien de grave, vraiment. Aucun traitement ou aucun vaccin n'existe. Donc personne ne sera autiste. Pas de panique, rien de grave, voilà. Non mais c'est fou, en plus il est fou ce virus. L'hantavirus, c'est un virus qui se transmet pas de l'humain à l'humain, ou de manière très rare, ça se transmet par les rongeurs. Je propose de le renommer le ratatouille-virus. Voilà, c'est ma seule... Souvent c'est par morsure, mais la vérité c'est que ça se transmet souvent par, je cite, inhalation de particules virales émises par des excréments de petits rongeurs. Je répète, pour les gens du fond, il y a un gars, il est allé à Ushuaia, il a reniflé des crottes de souris. Il était à Ushuaia sûrement pour voir les dernières traces de décence de Nicolas Hulot qui les a laissées là-bas. Bref, il a reniflé des crottes de souris, il est monté sur un bateau et il est mort. Et ça, c'est pas un bon film. Laissez-moi tranquille, vraiment. Non mais voilà, si la Terre est comme ça, moi je décide de quitter la Terre, je me casse, je m'en vais. Quand j'étais petit, j'avais envie d'aller dans l'espace, mais quand j'étais petit, on m'a expliqué que pour aller dans l'espace, il fallait aller dans l'ISS, il fallait devenir astronaute, et donc il fallait faire de la SVT en apesanteur. Et moi, à l'époque, j'aimais ni Madame Bodino, ni Calogero, j'ai démissionné. Voilà, j'ai arrêté directement. Alors aujourd'hui, c'est plus simple, on peut aller dans l'espace en payant, voilà, il faut plus forcément être scientifique, on peut être Jeff Bezos, ressembler à Pitbull et niquer le commerce de centre-ville et aller dans l'espace, voilà. Dans ce cas-là, tu payes des millions de dollars et tu peux faire du tourisme spatial. Jeff Bezos, il l'a fait il y a 1 an, il a envoyé 6 femmes dans l'espace pendant 10 minutes, prouveur déjà pour commencer, voilà. Et il l'a fait pour une raison très simple, le vaisseau de Jeff Bezos, il s'appelle Blue Origin et c'est un moyen de dire, rappelez-vous d'où on vient. Jeff Bezos, c'est le genre de gars qui te dit il faut qu'on se reconnecte dans ce couple, je vais aller baiser le facteur, je reviens. Voilà. Et c'est assez fou de dire que ce vaisseau a envoyé 16 millions de tonnes de CO2 pendant 10 minutes pour dire prenez soin de la planète. Mais mettez-vous ce doigt dans le cul quand même, s'il vous plaît. Prenez soin de la planète, vous. Voilà. Mais bon, soyons honnêtes 2 minutes. Est-ce que c'est si cool que ça d'aller dans l'espace ? Parce qu'une fois que tu retires l'aspect espace, justement, qu'est-ce qui reste ? Bah, t'es sur un gros vaisseau, tu traverses une immensité bleue pendant des mois. Il y a des vagues chances d'observer des mondes nouveaux de loin. Les activités à bord sont hyper limitées. Il y a une cantine qui est sûrement dégueulasse. C'est un vaisseau de croisière. Voilà, c'est un bateau de. Tu te retrouves coincé dans le port du Cap-Vert. Donc non merci. Voilà, j'ai pas envie de. Puis on sait ce que c'est, ce que ça donne les virus dans l'espace. Renan généralement. Après ça donne Alien. Voilà, je chie du sang déjà. Je vais m'arrêter à cet endroit-là. Oui, parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'avais envie d'aller dans l'espace parce que rapidement dans ma vie, j'ai commencé à développer des problèmes de ventre, des problèmes un peu graves. J'ai eu des problèmes de santé tôt. Notamment, j'ai eu une tumeur quand j'avais 15 ans. Je vous rassure, tout va bien, je suis pas mort, d'accord ? Vous n'êtes pas hanté par un fantôme de gauche, d'accord ? Ça s'est bien passé, mais ensuite, quand j'ai eu 18 ans, on s'est rendu compte que j'avais une maladie auto-immune des intestins, la maladie de Crohn. Pour celles et ceux qui ne voient pas la maladie de Crohn, c'est une maladie assez simple, c'est ce qui protège mon corps, la police de mon corps, mon système immunitaire, qui attaque ce qui me nourrit, mon système digestif. Dans mon ventre, c'est la réforme des retraites toutes les semaines. Voilà. Et d'ailleurs, si on a trouvé un moyen très simple de combattre cette maladie de Crohn, on a supprimé mon système immunitaire. Si vous pensiez être de gauche, je suis à câble à l'intérieur de moi. Voilà ce qui se passe. Et elle est très chouette, il est très chouette ce traitement de la maladie de Crohn. C'est juste qu'il s'est passé un petit truc ces derniers temps. En fait, donc ce médicament-là trie un peu ce qui se passe dans mon corps. Et récemment, il a un peu fait le tri des organes. Il a dit ok, là il y a un foie, c'est bon, on garde. Un cœur, pas mal, on garde. Des reins, des ariens, on jette tout. Et ce médicament a commencé à niquer mes propres reins. Voilà. Depuis quelques mois. Ce qui est chiant parce que c'est aussi un des symptômes de l'hantavirus. Si ça se trouve, on est tous dans une croisière ensemble et vous êtes dans la merde désormais. N'inhalez pas mes crottes, je suis une souris, apparemment. Voilà. C'est assez bizarre d'ailleurs en termes de gravité de se rendre compte que... Parce que les reins, c'est ce qui gère les déchets du corps. Ça veut dire que là, tout de suite, j'ai du mal à gérer mes propres déchets. Je ne sais pas si ça fait de moi une ville un peu moyenne qui a du mal à faire sa transition écologique ou le cinéma français. Voilà, je suis entre les deux.
Quand j'étais petit, j'avais envie d'aller dans l'espace, mais on m'a dit que je pouvais pas aller dans l'espace du coup à cause de cette maladie. C'est comme, vous savez, les pilotes de ligne les gens qui veulent être pilotes, mais qui ont une mauvaise vue. Moi, mon excuse, elle est pire, globalement. Si moi, je vais dans l'espace, ça va être dramatique dans la navette. Ça va être « Houston, on a un problème. » Quoi, qu'est-ce qui se passe? Les Russes, les extraterrestres? Non, c'est le stagiaire. Il a mangé un Babybel. Ça pue, Houston. Oui, parce que cette maladie, elle fait quelque chose de très simple. Je suis dans ma journée de tous les jours, tout va bien et subitement, t'as envie de te chier dessus. Alors attention, pardon, c'est pas un tour de magie que je viens de faire sur cette dame, d'accord? Et c'est pas non plus une malédiction que j'ai, genre j'entends un petit air de jazz et subitement, oh mon Dieu, non, d'accord, c'est... Mais ça fait juste que si je suis dans la navette et que quelqu'un claque des doigts, je dis pas cher de l'ISS, voilà ce qui se passe, quoi. Et pourtant, j'ai toujours envie d'aller dans l'espace, quoi. Mais la vérité, c'est que ce problème-là qui est à l'intérieur de mon corps, il me dit quelque chose. Il me dit que si jamais je vais dans l'espace, je pourrais pas laisser mes problèmes sur Terre. Et je m'en suis rendu compte de ça et j'en ai pris conscience quand je me suis intéressé un peu au spatial et à l'histoire de certains astronautes. J'ai découvert quelqu'un d'absolument formidable qui s'appelle Sergueï Krikalev. Est-ce qu'il y en a par applaudissement qui voient qui est Sergueï Krikalev? Ils sont timides. 2 personnes qui ont déjà vu ce sketch. Voilà. Sergueï Krikalev, c'est un cosmonaute. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui allait dans l'espace depuis l'URSS et la Russie. Il était ingénieur mécanique. Il est parti dans une première mission spatiale en 1988. Il était ingénieur de bord sur la station Mir. Il a fait un deuxième départ le 19 mai 1991 en tant qu'ingénieur de bord. Et le 26 décembre 1991, il était le seul à bord sur la station Mir et on l'a appelé pour lui faire « Sergueï, oui. Sergueï, ton... Ah putain, c'est chiant de te le dire comme ça. Sergueï, ton pays n'existe plus. Non, je sais, c'est con, on l'a perdu. On l'a mis dans le plateau de l'entrée avec les clés et je sais pas, quelqu'un est parti avec. Voilà, c'est... Le 26 septembre 1991, l'URSS s'effondre. Et Sergueï Krikalev, il est à bord d'un vaisseau qui est parti depuis une base qui est maintenant au Kazakhstan. Et les Russes et les Kazakhstanais, à ce moment-là, ils s'entendent pas trop. Voilà. Ce qui fait que Sergueï Krikalev est obligé de rester dans l'espace pendant des mois et des mois et des mois. Et il est contraint de rester. Il était censé rester une centaine de jours. Il en reste plus de 500, ou plus de 400, je crois. Seul. Et à des moments, il y a des gens qui commencent à remonter dans l'espace parce que la Russie trouve une solution. Elle vend des places pour aller dans l'espace à d'autres pays. Et Sergueï, il ne peut pas être remplacé parce que c'est le seul à bord à savoir piloter le vaisseau. La loose, globalement. Moi, je suis seul à bord à savoir piloter de vaisseau. Je pars à la nage. Je ne sais pas comment vous dire autrement. En fait, je trouve que l'illustration de ce truc-là de Sergueï Krikalev, c'est un peu le fait qu'on peut essayer d'éviter nos problèmes, on peut essayer d'aller en apesanteur aussi longtemps qu'on veut, on peut essayer de s'échapper, mais les choses vont nous rattraper. Sergueï Krikalev, c'est comme se dire oh, ça va, j'achète des saucisses, tout le monde sera végétarien, aucun végétarien au barbecue, et tu arrives et tu n'as que des gens de cette salle à ton barbecue. T'as trop de merguez, quoi, globalement. Et il y a un autre, je terminerai sur cette figure-là, parce qu'en fait, Sergueï Krikalev, il redescend, il retrouve sa vie, il repart dans l'espace, tout va bien, etc. Mais il y a une autre illustration du fait que la vie continue quand tu es quelque part où ça va pas. C'est un otage qui s'appelle Benjamin Brière, on en a parlé récemment. C'est un otage lyonnais, enfin non, c'était pas un otage lyonnais, genre il était retenu à Lyon, d'accord? Relâchez tous les Stéphanois, je vous en supplie. Mais Benjamin Brière, il était retenu en Iran pendant 1100 jours, d'accord? Il est rentré il y a quelques années. Et quand il est rentré, il a voulu reprendre sa vie parce que, otage, c'est pas un métier, il va falloir faire quelque chose de ta vie, bonhomme. Elle n'était pas écrite sur la feuille, celle-ci. Benjamin, il se connecte à France Travail. Benjamin, il se connecte à la CAF. Benjamin, il se connecte aux impôts. Et quand Benjamin se connecte aux impôts, on lui fait « dis donc, 3 ans d'évasion fiscale, cochon, va !» Et Benjamin se retrouve interdit bancaire très vite. C'est horrible la vie de Benjamin. Il a dû se battre contre les impôts pour dire « je crois que j'étais occupé », principalement. C'est terrible, ça fait partie de ces problèmes de réadaptation, comme les problèmes de réadaptation que peuvent avoir les astronautes. Et du coup, je me dis, j'essaye un peu de m'inspirer de cette histoire de Benjamin pour me dire un truc. Si jamais on aimerait que Total paye vraiment ses impôts, on pourrait les envoyer en Iran. Non, pardon, excusez-moi, ils y sont déjà. On pourrait les envoyer en Syrie. Ah non, pardon, ça c'est Lafarge, merde. Non, mais je pense quand même que la solution, c'est de foutre Bernard Arnault en orbite. Voilà, c'est pour qu'il paye ses impôts en France. Ok, super, c'est un beau projet ça. Tu t'es renseigné pour le réaliser ? Globalement, les ultra-riches, ils essaient déjà de partir.
Hein. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'il nous faut une infiltrée dans l'équipe spatiale pour dévier un peu la fusée. Mais bon, il faudrait connaître quelqu'un qui s'y connaît en spatial et qui sait faire des bonnes blagues, quoi. Tu sais que je connais une personne qui pourrait nous éclairer ? Tu veux dire genre une physicienne humoriste, donc une spécialiste des blagues d'orbite ? Ok, super, très bonne blague. Voilà, c'est ça, c'est notre deuxième experte de ce soir. Docteur en physique quantique et humoriste, elle incarne une nouvelle génération de scientifiques déterminés à repousser les frontières de la connaissance tout en s'engageant pour l'égalité des genres en sciences. Après sa thèse, Célia rejoint le CNES où elle travaille sur des missions spatiales audacieuses. Alors même si les particules hésitent aussi, Célia, elle, fonce. Danse parmi les étoiles et atterrit ce soir sur notre plateau. Cher demi-ciel, un tonnerre d'applaudissements pour Célia Pelluet. Bonsoir. Bonsoir. Très très heureuse de venir jouer à Lyon. Pour la petite histoire, moi je suis de la région à la base. J'ai fait ici ma prépa. Que des bons souvenirs. Ah là là, quel bonheur. Est-ce qu'il y a des gens par applaudissement ici qui ont fait des prépas ou pas ? Et chacun d'entre vous s'est reconverti dans un métier qui n'était pas attendu par ses parents. Trop bien. Bah moi je suis humoriste, hein, donc ils sont ravis. Je triche un peu en vrai. Oui, donc voilà, je travaille au CNES, donc au Centre national d'études spatiales. Je travaille sur des missions spatiales qui vont travailler à faire des instruments pour mesurer la gravité depuis l'espace. Donc c'est pour ça que le sujet de la gravité, je voulais vous en parler ce soir. Voilà, je viens de vous faire mon CV pour justifier ma présence sur scène. C'est alors que je suis invitée ici, donc c'est vraiment un niveau de syndrome de l'imposteur, de l'impostrice, de l'impostoresse. C'est quand même fou qu'ils nous aient pas mis un mot pour les meufs pour ça. Alors que, franchement, je sais pas si vous avez vu un peu les stats là-dessus. Moi, j'ai regardé 7 personnes sur 10 dans leur vie déclarent avoir le syndrome de l'imposteur. J'ai juste une question. C'est qui les 3 autres ? C'est qui ces mecs ? Non, parce que oui, clairement, c'est des mecs, quand même, on est d'accord. Ou peut-être des filles en période d'ovulation. Mais je me dis, c'est des gens, ils se réveillent le matin, ils se regardent dans la glace, ils sont là genre... Oui. Bravo, moi. Toi, là ? Toi, tu pourrais faire atterrir un avion, toi. Vous avez vu ce truc-là ? Les mecs qui pensent pouvoir faire atterrir un avion. Les mecs, ils ont joué une fois à Flight Simulator, ils se disent, c'est bon, je gère. Ça fait des années que je joue au jeu Nintendogs et je prétends pas savoir gérer les chiens dans mes DM. Voilà. Pour en venir au sujet, la gravité. Alors moi, j'ai pris le sujet quand même très très premier degré. Je veux vraiment vous parler de la gravité quoi. Je vais vous parler de comment on peut étudier la gravité et comment on peut se débarrasser de la gravité, parce que c'est rigolo. Et alors déjà pour commencer, étudier la gravité. Alors ça c'est une façon d'étudier la gravité. Faire tomber des trucs. Voilà. Qu'est-ce que c'est la gravité ? La gravité c'est une force qui... Ça marche ? Oui. Ah, ça m'a fait peur. Chaque fois que je vois une équation, j'ai peur depuis la prépa. Il y en a d'autres à qui ça fait peur. Attendez. Super. J'ai entendu des gens faire des bruits genre... Ils sont bizarres. Partez d'ici. Vous êtes trop chelous. Trop chelou. Donc la gravité, c'est cette force... Je sais pas s'il y a un petit... Oui, un pointeur laser. Putain, j'adore les pointeurs laser. Piou piou. Laser. Piou piou. Désolée, c'est une déformation professionnelle. Donc la gravité c'est une force et c'est la force qui fait que par exemple vous êtes attiré sur la Terre etc. En gros là ça G c'est une constante, c'est un truc qui bouge pas et on a la masse de la Terre, la masse de vous et ici la distance entre la Terre et vous au carré parce que bon en gros ça dit que si tu vas loin ça diminue très vite. Bon ça c'est important parce que ce qui est intéressant là-dedans c'est que on peut utiliser cette équation pour mesurer l'attraction de la pesanteur, l'intensité de la pesanteur qui vous attire vers le sol. En gros, ça fait une équation comme ça, c'est ce qu'on appelle le poids. Le poids, c'est mg. Je vous rappelle vos pires souvenirs de lycée, là. Bon. Et en gros, ce petit G, là, lui, là, c'est ma spécialité, le petit G, le petit point G, tout ça. En gros, là-dedans, c'est comme si vous aviez réduit la masse de la Terre, le rayon de la Terre et le grand G. Là, tout ça, là, ça c'est dans notre petit G. Et du coup, c'est ça qu'on étudie dans mon boulot. On va mesurer ce petit G. Alors sur Terre, en moyenne, il fait ça. Plein de chiffres, on s'en fout, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que il est pas pareil partout.
ce petit jet, cette petite constante gravitationnelle n'est pas pareille partout. La gravité à la surface de la Terre, elle n'est pas pareille partout. Et on peut la mesurer en faisant notamment tomber des trucs et en regardant comment ils tombent. Voilà. Ça, c'est mon métier au quotidien. Alors, toute votre vie, on vous a dit que la Terre était ronde. Voilà, on l'imagine un peu comme étant une belle boule, comme ça, à l'instar de celui d'Antoine Griezmann. Vous l'avez pas, bon. C'est la deuxième fois que je teste cette vanne, elle marche pas. Que dit mon co-auteur? Non. J'ai vraiment eu un « Bon. Eh bien, en réalité, non. La Terre n'est pas une boule, en tout cas en termes de gravité. La Terre est en réalité plutôt un truc comme ça. Ça s'appelle un géoïde, une sorte de patatoïde chelou. Alors déjà, la Terre est pas vraiment ronde, elle est aplatie. Voilà, la Terre n'est pas plate, elle est en revanche aplatie. En fait, au niveau des pôles, elle est un peu aplatie. J'aime bien faire de la physique en parlant avec des piou-piou. Voilà. Et donc, on peut faire des cartes de la gravité. Je vous dis, la gravité, elle n'est pas pareille partout. Et pourquoi elle n'est pas pareille partout? C'est parce que ce qu'il y a entre vous et le centre de la Terre, eh ben, il y a plein de couches géologiques et ça peut varier en fonction de s'il y a, je sais pas, une cave dans laquelle des gens feraient du stand-up, quoi. Par exemple, ou s'il y a, voilà, une nappe phréatique, etc. Ça change la gravité. Et donc, on peut faire des cartes de la gravité. Et pour faire ces cartes, eh ben, on les fait depuis l'espace. Alors, comment on fait pour faire des cartes de gravité depuis l'espace? Eh ben, on envoie des satellites et en gros, on va regarder comment le satellite il tourne autour de la Terre, son orbite, et on va regarder comment il est accéléré ou pas par la gravité lorsqu'il tourne autour de la Terre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre un satellite, mesurer son orbite, mais aussi, on adore mesurer les orbites de satellites, mais aussi mesurer son accélération très précisément. Donc, il faut faire ce qu'on appelle des accéléromètres. C'est des outils qui mesurent des accélérations. Globalement, c'est ça mon métier. Moi, je fais des accéléromètres. Alors, je vais pas en parler ce soir, mais les accéléromètres sur lesquels je travaille, moi, ils utilisent la mécanique quantique. Et ça me faisait un peu peur au début, mécanique quantique et tout. Je me disais, enfin, je sais pas vous, mais moi, je disais, mécanique quantique, c'est juste le truc compliqué qu'on utilise pour justifier des scénarios de merde dans les films. Ben, du coup, malheureusement, c'est ça que je me suis retrouvée. Du coup, il y avait beaucoup d'équations qui faisaient peur. Mais en physique, c'est comme beaucoup de choses dans la vie. Au début, on a l'impression qu'un truc, on va rien comprendre et que c'est compliqué. Et après, plus on l'étudie, plus on se rend compte que c'est encore plus compliqué que ce qu'on croyait. Voilà. Donc, je travaille sur une mission spatiale qui va faire ça, là. Et son nom, c'est ça. Cold Atom Rubidium Interferometry in Orbit for Quantum Accelerometry. Vous pouvez être attentif à l'acronyme? Oui. C'est très très premier degré. La mission spatiale sur laquelle je travaille à l'Agence spatiale française Mission, financée par la Commission européenne, qui réunit 6 pays européens avec plusieurs centaines de millions d'euros de budget, s'appelle Carioca. Et elle a été nommée par un de mes collègues et je sais qu'il est fan de la Cité de la Peur. Donc c'est ça que je fais au CNES tous les jours. Et sauf que pour faire des instruments comme ça, pour mesurer la gravité, en fait, le problème, c'est que si on le fait au sol, mesurer la gravité, on va faire tomber un objet, pouf, il va tomber sur le sol. Mais quand on va envoyer ces instruments-là dans l'espace, la physique qui va avoir lieu, elle n'est pas exactement la même. Parce qu'un satellite, quand il est dans l'espace, il va pas vivre la gravité, entre guillemets, de la même façon. Alors, tout à l'heure, on a un peu parlé de dire, on va s'affranchir de la gravité en allant dans l'espace. Alors, en fait, pour être précis, quand on est dans l'espace proche de la Terre, par exemple comme un satellite, on est toujours soumis à la gravité. Faut aller, vous avez vu, la distance était en r carré. Pour vraiment s'affranchir de la gravité, il faut aller très loin de la Terre. Là, si on se trouve dans le milieu du vide spatial, effectivement, il n'y aura pas de gravité, on va flotter. Mais en fait, quand on est dans un satellite, c'est pas qu'on n'a plus de gravité, c'est qu'on tombe autour de la Terre indéfiniment. On est dans une situation qu'on appelle de chute libre. C'est pas une image qui est forcément évidente à avoir, alors je vais vous l'expliquer avec un super schéma. Si je lance un objet devant moi et qu'il retombe un peu plus loin, si je lance un objet devant moi, il va retomber un peu plus loin. Voilà, principe de base de la baballe. Si je lance encore plus loin, encore plus fort, il peut retomber par exemple dans un autre pays. Principe de base du missile. Mais si je le lance encore plus fort, encore plus loin, et là, c'est comme s'il allait rater le sol et qu'il va être mis en orbite. Et à chaque orbite, il va
louper le sol, et il va continuer à tomber autour de la Terre indéfiniment. Voilà, il va tourner comme ça, comme Sophie Adenau dans la station spatiale. Wouh, du bruit pour Sophie Adenau. Vous voyez qui c'est Sophie Adenau quand même. Ou Thomas Pesquet. Avant, je l'aimais trop, mais je pense qu'il vote Macron. Et donc voilà, donc ils vont continuer à tourner autour de la Terre sans jamais s'écraser, un petit peu comme, je sais pas, comme Polanski ou Morandini, qui croulent sous les accusations, mais qui jamais vraiment s'écrasent, quoi. Au mieux, ils continuent à brûler lentement dans l'atmosphère, comme des étoiles filantes. Regarde, maman, un pédocriminel. Il brille si fort dans le ciel médiatique. Voilà, ça me passionne, moi, le spatial et la pédocriminalité, manifestement. Et je sais plus ce que je voulais vous raconter après. Je vais me spoiler moi-même. Ah oui, c'est vrai. Mais de quoi elle va parler? Donc, quand on fait des missions spatiales, on peut pas tout de suite envoyer des instruments dans l'espace parce que c'est un peu technique. Comme je vous l'ai dit, la physique n'est pas la même. Donc, il faut qu'on teste nos instruments dans des environnements qui reproduisent l'impesanteur de l'espace. Celle-là même de Calogero. Donc, pour faire ça, on peut par exemple les emmener dans un avion qui s'appelle l'avion 0G, qui reproduit la zéro gravité de l'espace. Et ça, c'est un laboratoire volant. C'est vraiment un avion qui a été aménagé pour pouvoir faire des expériences à bord. Et il fait des mouvements de parabole dans le ciel pour reproduire l'impesanteur qu'on a dans l'espace. En gros, pour vous donner une image, c'est comme si on faisait ce mouvement-là dans le ciel. Et en fait, on est en zéro gravité lorsqu'on est autour du sommet de la trajectoire. Donc voilà, on fait ça. Donc quand j'étais en thèse et en postdoctorat, j'ai eu l'opportunité de le faire quelques fois. Alors là, c'est un moment où je faisais mumuse, mais le reste du temps, on était vraiment sur nos expériences. C'est vraiment un laboratoire volant où on peut maîtriser les paramètres de nos expériences pendant les phases de zéro gravité. Ça dure 22 secondes à chaque fois. Et j'en ai profité pour faire des vidéos stylées parce que les réseaux sociaux, c'est important dans notre société, hélas. Et puis parce que je me suis dit, j'aurais jamais une coupe de cheveux aussi stylée dans ma vie. Franchement, ouais, bon. Et donc, comme ça, on se dit, putain, c'est fou qu'un avion, il puisse faire ça, quoi. Il puisse faire des cabrioles comme ça. Et on me demande souvent, mais en fait, cet avion, c'est quoi? C'est un avion qui a été modifié, quoi? Et en vrai, c'est un avion normal. C'est un avion de ligne, comme les avions que vous connaissez. C'est juste qu'il a été un peu, un peu tuné. Ah non, j'ai oublié une blague. Attendez, je fais... Oui. Oui, bon, on a l'impro. Oui, j'imagine que voilà, vous avez plein de questions par rapport à ça. Il faut savoir, quand on fait une campagne de vol, on fait pendant 3 heures, on va faire 30 fois la manœuvre là de parabole. Et en gros, on alterne des phases où on ressent 2 fois son poids, des phases normales et des phases de zéro gravité où on sent pas son poids. Et donc j'imagine que vous avez plein de questions, mais non, je ne répondrai pas à la question « Est-ce que j'ai vomi ?» Il faut savoir se sacrifier pour son art. Mais donc, je vous disais, c'est un avion qui a été un peu, faites semblant d'être surpris, un peu tuné. Waouh. Pour les auditeurs, sachez qu'il y a une vidéo qui passe et que nous n'avons pas le droit de la diffuser. Il faudrait être au spectacle la prochaine fois. Alors, je tiens à remercier Ronan qui a fait ce montage. Merci le cinéma. Oui, voilà, en fait, c'était juste ça sur lequel je voulais finir, remercier Ronan. Et vous dire aussi que voilà, ces expériences, c'est très important de savoir que c'est des choses qui se font pour faire de la science. Et on a conscience que ça a un impact écologique, hein, c'est des choses qui sont réelles. Et je pense que c'est une discussion à avoir tous ensemble, notamment dans les milieux militants en tant que société, sur quelle proportion de notre budget carbone on met dans la recherche scientifique, dans la recherche fondamentale, sachant que là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les cartes de gravité qu'on fait là depuis l'espace, c'est pas juste pour faire joli, c'est que c'est vraiment des données qui sont essentielles pour la compréhension du climat.
Et aujourd'hui, la majorité des résultats du GIEC, en fait, ont besoin, dans une des étapes de calcul, de ces cartes de gravité pour la modélisation globale du climat terrestre. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de faire de la vulga et d'en parler au grand public et d'en parler dans le milieu militant pour que on sache qu'il y a des enjeux et qu'on pèse tous ensemble les pour, les contre et dans quoi on investit ou pas. Voilà, c'était mon petit mot de la fin, mon petit disclaimer écolo. Je voudrais remercier Jacob de m'avoir invité et lui faire du bruit pour l'accueillir à nouveau. Merci mesdames et messieurs, toutes les personnes en audio. Du bruit pour Célia, s'il vous plaît. Vous voyez, la Terre n'est pas seulement une boule de roche et d'eau suspendue dans le vide. C'est une danseuse cosmique qui tourne autour du Soleil sans jamais s'arrêter, maintenue dans une étreinte invisible par la gravité. Cette gravité, finalement, c'est ce qui unit tout. Je dirais même que c'est ce qui nous unit tous. Oui, la Terre, comme un corps épuisé, commence à vaciller. Et nous, les humains, nous sommes comme des enfants qui tirent sur les fils de sa robe de bal sans réaliser que si elle se déchire, c'est toute la danse qui s'effondrera. Pourtant, il reste une lueur d'espoir. Pour réparer cette robe déchirée, déjà bien arrêtez de se tirer dessus, s'il vous plaît, et réapprendre à danser en harmonie avec elle et entre nous. Faisons-nous aussi de la gravité notre lien, comme une force commune, un carburant pour se soulever en masse et lutter. Et pour clore cette émission en beauté, afin de nous mettre au diapason, laissez-moi vous présenter les artistes qui vont nous accompagner vers cette harmonie. Loada, c'est avant tout deux êtres humains. Une humaine qui s'appelle Loane et qui chante, qui écrit et joue du clavier. Et son cousin, Brice, humain lui aussi, qui chante, écrit et joue de l'ordinateur. Entre deux activités humaines comme dormir ou manger, elles font de la musique. Et elles ont consenti à sortir de la solitude de leur planète studio d'enregistrement, à la météo humide et à l'éclairage froid, pour revenir parmi leurs congénères êtres humains, sur notre ovni feu au lac, afin de se soigner les cœurs et d'élever les âmes. Alors une dernière fois, donnez toute votre énergie pour nos derniers artistes du soir, Loada. 1, 2, 1, 2, test, super. Eh ben bonsoir. Ah, j'ai enlevé ça. Ouais. Bonsoir. Au revoir la mousse. Salut. Au revoir la mousse. En plus, c'est hyper cool que le thème ce soit la gravité ce soir, parce qu'on a plusieurs chansons qui parlent de ça, qu'on ne fera pas ce soir. Voilà, mais elles sont partout. Elles sont partout, mais c'est vrai qu'il y a eu quelque part quelque chose. Il y en a une qui s'appelle Astronaute et tout. Ouais, c'est dommage. C'est con, c'est les actes manqués. Mais comme vous remarquez que j'ai pas mon ordinateur, et d'habitude c'est quand même assez électronique, donc là ça va être une version un peu plus intimiste, un peu plus piano-voix, voilà. Ouais, ça tient. Tout va bien. Il y a un pied qui est en équilibre, qui peut-être est soumis à la gravité, mais on sait pas trop. Smart. Okay. Je suis un peu à poil sur mon ordi et tout, là, ok. Bah ouais, je fais quoi? Je fais comme ça, un peu... Non. Le moins de bruit possible. C'est drôle, il n'y a rien qui puisse me dire le goût et les couleurs des autres, les images défilent. J'aimerais plutôt les écouter partir et regarder la couleur de l'eau, le moins de bruit possible. J'ai chaud de ne pas savoir guérir la douleur que procurent les mots, les autres prennent la fuite. Et moi je me délite. Le vrai, le faux. Fais-moi couler un bain de larmes. Je suis venu saluer la mémoire d'un arbre. Le moins de bruit possible. C'est beau, mais pas facile à dire. Dans le vase la goutte d'eau de trop, je ne sais plus mentir. Sais-tu comment sourire en dehors de la photo, le moins de bruit possible. C'est trop. Je veux m'isoler sur une île ou me noyer dans les autres. J'ai perdu le fil, le sens du rythme. Fais-moi couler un bain de larmes. Je suis venu
venu saluer la mémoire d'un arbre. Le moins de bruit possible. C'est drôle, il n'y a rien qui puisse me dire le goût et les couleurs des autres, les images défilent. J'aimerais plutôt les écouter partir et regarder la couleur de l'eau, le moins de bruit possible. Quoi d'autre? J'ai du mal à en rire, le sarcasme empire le scénario, ce n'est plus insolite. Et moi je me délite. Quel beau tableau. Ça va? Bah moi, quand ça va pas, enfin là en l'occurrence ça va, je crois, enfin ça va, ouais. Mais quand ça va pas, j'appelle mon cousin Brice. Il est toujours là pour me remonter le moral. Here I am. Here I fucking am. Mais t'as raison, le dub, de demander de l'aide quand ça va pas. Parce qu'il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où des petits oiseaux nous murmurent des mélodies heureuses, où on nous apporte des verres d'eau alors qu'on avait soif et qu'on boit allègrement. Ça, c'est super, ouais. Merci la zone. Mais il y a des jours où le ciel se recouvre de nuages gris qui petit à petit assombrissent la ville, cette ville morne, moche et fade, peuplée d'habitants et d'habitantes moches, mornes et fades. Et donc ces gouttes de pluie en forme de larmes finissent par couler sur ces visages renfrognés, presque tournés vers l'intérieur, comme ça, et tomber sur le sol. Et ces gouttes espèrent peut-être retourner à l'état de nuage, mais pas de chance, le sol est déjà froid et humide. Et donc deuxième échappatoire, deuxième possibilité, le tout à l'égout. Alors elle se dirige comme ça le long de ce bitume sale pour ça peut-être son échappatoire ultime. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle ne pourra pas aller au bout, car elle est arrêtée par la blanche colombe qui gît là, morte. Mais l'important, c'est de se rappeler que ça ira. L'obscurité me permet d'ignorer, mais ça ira. Comme si tout se laissait s'échapper, mais ça ira. J'ai écrit, le soir la lumière me donne envie de pleurer. Encore une fois, je ne sais pas par où commencer. Le ciel était grand, mais aujourd'hui se fait lourd. Discerner me semble presque impossible. Je tire les rideaux quand dehors il fait jour. Tout ce que j'ai dans mes mains devient fragile. Je veux que cet instant s'arrête ou qu'il dure toujours. Laisse-moi croire que tout va encore bien de l'autre côté de mes cils. L'obscurité me permet d'ignorer, mais ça ira. Comme si tout se laissait s'échapper, mais ça ira. J'ai perdu du temps dans l'ennui, j'entends mon cœur qui bat,
mes pensées se dissipent. De loin je t'aperçois, je respire de ton sourire. J'aimerais entendre ta voix, désormais je crains le vide. Lui n'a qu'une seule et même loi. J'ai perdu du temps dans l'ennui, j'entends mon cœur qui bat. Mes pensées se dissipent, de loin je t'aperçois. Je respire de ton sourire, j'aimerais entendre ta voix. Désormais je crains le vide, lui n'a qu'une seule et même loi. L'obscurité me permet d'ignorer, mais ça ira. Merci. J'ai eu l'impression, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui a dit « Ils sont sérieux, là ?» Je crois, non? C'est vrai? Non? Ah non, c'est quand même... Non. Ah non, je refuse peut-être d'y croire. que j'ai rêvé. En cette soirée, avec beaucoup d'expertise, j'aimerais vous parler d'une théorie très importante dans le XXIe siècle, une théorie fondée par Loane Gobert et Atina Gendry. C'est elle, hein. Voilà, Loane Gobert. Voilà, et Ati, c'est ma copine, donc c'est vrai que... Bon. Mais c'est une grande théorie qui repose aussi sur ce qu'on pourrait appeler la gravité, quelque part. En fait, moi, dans mes relations amoureuses, en l'occurrence, je me suis construite en tant qu'arbre. Parce qu'un arbre, c'est fort. Ça soutient. C'est là pour l'autre. Un peu trop, parfois. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des arbres dans la salle? Voilà. Merci. Et donc, c'est une théorie comme quoi il y aurait des arbres et des koalas qui, en fait, par donc ce poids de gravité, viennent s'appuyer sur l'arbre. Et ils arrivent, ces koalas, à demander de l'aide. Et à être et à dire coucou arbre, voilà. Et donc c'est un truc où je sens que j'ai pas fini ma phrase parce que j'étais dans celle d'après. Donc voilà, il y a le koala, il s'appuie sur l'arbre, mais bon, tout le monde avait compris, donc il n'y avait pas besoin de revenir là-dessus. Et donc et donc je me suis complètement perdue. Non, mais t'es bien, là, je te jure. Et du coup, l'arbre, voilà, le koala. Et donc, on peut être dans une relation l'arbre de quelqu'un et dans une autre relation le koala de quelqu'un. Vous voyez, avec les amis et tout ça. Voilà. Mais le but dans tout ça, et avec la réverb, on dirait que je fais une prière à vous. Ah, on nous fait signe qu'on n'y peut rien. Mes demi-ciels.
J'adore par ailleurs. Le but dans tout ça, c'est d'être des koalarbres. Jamais des concerts normalement dans des plateaux de stand-up, du coup vous êtes hyper chauffés à rire. Ouais, j'avoue, ça régale. Et ça m'est jamais arrivé de commencer une chanson avec des rires, donc ça me fait plaisir quelque part. C'est la dernière, hein. Et mon corps s'articule, et mon corps s'articule, sous mes paupières il fait noir, sature à l'intérieur, et je prends l'habitude de ne plus m'en émouvoir. Je cherche la hauteur. Des mots me reviennent, j'inspire pour les garder un peu. Ah, le temps, le train se défile, ou le paysage, l'un des deux. Je tiens à te soutenir, mais l'arbre est bien trop généreux. Sous la peau poussent mes racines, je prends la place pour deux. Et mon corps s'articule, mais personne ne semble voir le rouge à l'intérieur. Et je prends du recul, les fantômes s'éloignent. Je perçois ton odeur. Des mots me reviennent, j'inspire pour les garder un peu. Ah, le temps, le train se défile, ou le paysage, l'un des deux. Je tiens à te soutenir, mais l'arbre est bien trop généreux. Sous la peau poussent mes racines, je prends la place pour deux. Si vous avez envie de faire oh aussi, vous pouvez y aller. Comme vous voulez. Si vous n'avez pas envie, c'est ok aussi. Mais c'est apprécié. Des mots me reviennent, j'inspire pour les garder un peu. Ah, le temps, le train se défile, ou le paysage, sans doute les deux. On pourrait se soutenir, mon corps saura se prendre au jeu. Contre nos peaux, l'équilibre s'en est vertigineux.
Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde, merci à vous, merci à toute l'équipe de la Maison de l'écologie, merci à Mina Violette et merci à Jacob pour votre organisation, merci à Florian au son, au podcast et merci à vous et à tous vous autres là. Moi j'ai passé une super soirée. C'était formidable aussi, c'était vraiment super. Et merci on a vraiment passé une super soirée et puis voilà. Merci à vous infiniment encore. Mesdames et messieurs, toutes les personnes en dehors du bruit pour Loisdin, encore s'il vous plaît. Énormément, beaucoup. Merci, madame. J'ai 2 micros dans les mains, je ne sais pas quoi en faire. N'utilise pas les deux. Merci. Mesdames et messieurs, et toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces termes, c'est la fin de ce feu au lac. Voilà, j'en suis désolé. Il n'y aura pas de... Mais vous pouvez le réécouter si vous voulez. Oui. Celui-là et tous les autres. Voilà. Je vous dirais juste quelque chose qu'on dit à chaque fois, nous n'apporterons pas de conclusion à ce qui s'est passé ce soir parce que nous ne nous estimons pas légitimes de le faire. Les conclusions, elles sont vôtres. Comme dirait Claire, nous n'avons pas de solution pour vous. Démerdez-vous. Voilà. Et surtout, c'est un beau... Allez-y, applaudissez. J'ai compris. Très bien. Je n'ai plus aucune maîtrise. Non, moi non plus. Et surtout, ne pas faire de conclusion, c'est laisser la possibilité à toutes et tous de pouvoir en parler dehors. Et de pouvoir en parler plus tard, la semaine prochaine, à des amis peut-être, à faire du lien. Nous, ce qu'on essaie de faire avec la petite voix, c'est de construire un espace où on peut discuter entre nous, entre humains et humaines, mais on ne veut rien vous imposer. Donc, on vous remercie déjà d'avoir fait le choix d'être venu jusqu'ici. Vous pouvez vous applaudir, vous avez été un super public. Vous nous avez accompagnés toute cette soirée de manière superbe. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de maintenir ces applaudissements et de les intensifier pour accueillir sur scène celles et ceux qui ont fait cette soirée. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Marc, pour Renan, pour Célia, pour Louane et Brice, s'il vous plaît. Du bruit pour Claire également. Et un tonnerre d'applaudissements non mesuré jamais pour mon co à l'arbre, s'il vous plaît, Mina Violette Rovidati. Merci beaucoup d'avoir été présent et présente ici. Effectivement, je vais reprendre les remerciements que vous avez faits. J'aimerais aussi qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour la Maison de l'écologie, tout leur travail et tous leurs bénévoles, s'il vous plaît, qui vraiment... répondent à tous nos messages de « Ah, la salle, elle est libre !» Oui. Donc merci immensément, on n'est jamais aussi bien accueillis qu'ici. J'aimerais aussi qu'on fasse un chaleureux applaudissement pour Florian et tout Radio Anthropocène, s'il vous plaît. Radio Anthropocène, il nous accueille et il nous accompagne depuis plus d'1 an maintenant à capter, diffuser certains faits au lac, ce qui fait que si jamais certains celui-ci vous a plu, vous pourrez en réécouter certaines parties en podcast. Si vous avez loupé les autres, oh non, ils sont disponibles en podcast sur le site de Radio Anthropocène. Voilà, tout ça c'est en partie grâce à eux, ils nous ont soutenus très vite au début, donc voilà, on est ravis de faire ça avec elle et eux très souvent. Voilà. Maintenant qu'on est dans l'émotion, c'est le moment de vous dire de payer. Je sais gérer des transitions de manière hyper chouette, vous avez vu. En fait, globalement, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez bu, mangé, consommé pour l'instant, c'est un peu, vous avez vu dans un contexte où vous êtes rentré et vous vous êtes dit, tiens, je ne paye pas. Rigolo, c'est gratuit. Non. On me tend un billet de 5. Pour nos auditeurs et nos auditrices, on est à 2 doigts de me mettre un billet de 5 dans ma salopette. Et dans salopette, il y a le mot non, donc la sortie de ce spectacle sera à prix libre. Vous paierez à la sortie ce que vous pensez être le prix de ce spectacle. Un spectacle de stand-up sur Lyon, c'est généralement 15, 20, 200 balles quand c'est Gad Elmaleh. Voilà. Et Gad Elmaleh, il vous explique pas la physique quantique et la gravité, donc vraiment mettez plus. Voilà. Je n'irai pas sur le terrain de Gad Elmaleh. J'ai quand même envie de jouer un peu dans ma carrière de stand-up qui décolle pas.
Non mais voilà, on vous attendra à la sortie avec du coup ce que Samuel montrait, donc cette cagnotte prix libre qui est un ancien pot de café. Le café c'est très grave, ne buvez plus de café, je bois encore du café. Vous mettez dans ce pot ce que vous pensez être le prix de ce spectacle. On va se mettre une espèce de moyenne morale parce qu'on sait que certaines ont plus de moyens, moins de moyens. On va se mettre une moyenne autour de 10, 12, 15, 200 balles. Je sais pas, à vous de me dire. Non mais celles et ceux qui ont moins, mettez moins. On sait qu'il y a des artistes, qu'il y a des gens au RSA, il y a des gens de gauche globalement dans cette salle, donc on sait que vous n'avez pas d'argent. Si jamais vous avez un peu plus d'oseille que vous êtes... Oh putain, j'ai un rang d'intermittent devant moi, terrible. Oh là là. Et le rang d'après, il y a des chercheurs et des gens qui font des festivals de recherche scientifique. Donc vraiment, personne n'a d'oseille en fait dans cette salle. Non mais si jamais vous avez plus d'argent, vous avez plus de moyens, vous avez envie de soutenir, mettez un peu plus. Celles et ceux qui ont un peu moins, mettez un peu moins. Ça s'équilibre, vous allez voir, c'est un système très chouette qui s'appelle la gauche. Je vous en supplie, retenez-le. Voilà. Si vous n'avez pas d'argent sur vous, pas de souci, on prend les Lydia, les Livepay, les Wero, tout ce genre de choses. Et voilà. Et si jamais vous n'avez rien du tout, mon cousin est huissier, je passe demain matin. Voilà. J'arrête ce laïus qui est trop long et que je déteste faire pour vous dire que l'autre moyen de soutenir les artistes, et c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est bien l'un et l'autre, c'est de les suivre sur les réseaux sociaux, de s'abonner à leur newsletter, d'aller voir leur spectacle. Et c'est pour ça que je vais passer rapidement le micro à chacun et chacune. Elles ont des actualités, elles ont envie de les partager. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez sortir vos téléphones et les mettre dans la petite bannière marquée prix libre, parce que c'est mal d'avoir des téléphones. Il y a plein de terres rares dedans. Mais avant, vous écrivez le nom des artistes, vous les suivez sur Instagram, vous les suivez sur le newsletter. C'est important pour nous, ça nous permet de savoir que ça vous a plu. Si jamais ça vous a déplu, aucun souci. Vous voulez pas le montrer physiquement, vous allez sur Instagram, vous écrivez Gabriel Attal et vous signalez le compte. Pour nous, c'est pareil en termes de bonheur. Voilà. Et ben, on va commencer par la fin. Donc, on va commencer par Loada, du bruit pour élèves, s'il vous plaît. Eh bien, vous pouvez nous suivre à @loada-8, donc celui qui est en bas. Et vous pouvez... Ah oui, pardon, je suis con. Loada, LWADA, parce que c'est vrai qu'après, les gens ils disent Elvada ou ils écrivent ça n'importe quoi. Mais oui, LWADA. Et on a sorti un album en février. Donc, il est partout si vous voulez aller l'écouter. Voilà, merci. Merci, waouh, merci déjà de nous avoir écoutés sur des sujets si sérieux. C'est cool de venir sur ce genre d'événement. Moi personnellement, je fais pas mal de scènes de stand-up partout dans Lyon. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur mon Instagram qui est Marc .ngaté Motus. Voilà. La deuxième information que j'ai pour vous, j'ai un plateau de stand-up tous les dimanches, voilà, à 18h. Si vous voulez bien finir votre week-end avec le sourire, n'hésitez pas à passer nous voir, ça nous fera extrêmement plaisir. Encore merci de m'avoir écouté et s'il vous plaît, un maximum de bruit pour Ronan. Merci. Mais c'est quoi le nom de ton plateau ? C'est le Prestart Comedy. Merci Ronan, merci. Je serai devant. Sinon, vu qu'on voulait parler d'écologie et de supporter les personnes rurales, on va regarder ensemble Massacre à la tronçonneuse 3. Si tu peux mettre... Non. Oui. J'ai un copain. Du coup, 07 46... 45. Je sais pas où je dors demain soir. Alors, du coup, sinon... Moi, sur les réseaux sociaux, c'est camarade Ronan, parce que je suis le cliché de moi-même. Je suis en train de roder un spectacle qui s'appelle Aucune règle, interdit à un chien de jouer au basket. C'est un sketch sur le film Air Bud, je ne sais pas si vous voyez. Bon, j'aurai un public de cinéphiles une prochaine fois, c'est pas grave. Voilà, ça va jouer à Bordeaux et un peu dans toute la France l'année prochaine. Voilà, tu l'as vu aussi ? Ben, on le regardera ensemble, c'est pas grave. Et sinon, j'ai plein de trucs qui sont très cool qui arrivent et ils sont liés à la personne que vous allez applaudir ensuite. Du bruit pour Célia, s'il vous plaît. Effectivement, la transition est toute trouvée. Je suis en train de roder mon premier spectacle qui s'appelle « Les particules hésitent aussi ». Car je suis extrêmement dramatique. Et c'est un spectacle qui est co-écrit avec Ronan, ici présent. Voilà, donc il m'accompagne. Pourquoi t'as fait un succès ? Bon, il a pas l'air super content, mais bon, moi si, en revanche. Donc là, je le joue ce week-end à Lyon, mais c'est déjà complet, désolé. Mais je reviens le 10 juin 2027, et oui, c'est loin, mais c'est une grande salle, donc je vais vous demander de noter. C'est la salle Victor Hugo, c'est chez les Bourges, c'est dans le 6e arrondissement, à côté de mon ancien lycée en plus. Yeah.
Donc oui, donc le 10 juin 2027, n'hésitez pas. Et donc vous retrouverez toutes ces informations sur mes réseaux sociaux @CeliaBlagueDeTrot. Célia Blague de Trop sur Instagram, TikTok, également Blue Sky, car il paraît qu'il y a des gens de gauche là-bas. Mais venez, voilà. Bref, merci beaucoup, c'était trop cool de jouer ici. Attends. Ah oui, et sinon je joue aussi à Paris mon spectacle une fois par mois. C'est heureusement qu'il a pas fait la promo. Donc si vous avez des potes ou vous-même, je le joue j'ai encore 3 dates jusqu'à la fin de l'année à la Nouvelle Scène, les samedis après-midi à 17h30. Je crois que c'est ça le prochain, c'est le 23 mai. Et après, il y en a un 6 juin et 20 juin. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des amis ES parisiens, ES. J'arrive pas à parler à l'inclusive. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Faites du bruit, s'il vous plaît. Pour Claire. Ouais, merci beaucoup. Mais moi, j'ai pas d'actualité. Non, je disais simplement que je n'avais pas d'actualité ni d'Instagram et je vous donnerai pas l'adresse de mon cabinet parce que je suis pas là pour faire de la pub. Mais merci en tout cas pour l'accueil. Moi, vous pouvez me retrouver sur Lwada, ça s'écrit LWADA. Voilà, bon, la blague est faite. Maintenant, je te rends le micro. Merci beaucoup. Bonjour, c'est la petite voix. J'ai fait tomber le fil. Je suis Mina Violette. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @mina_Violette. Je suis comédienne. Je joue avec des personnes formidables. J'ai plein de dates et je vous propose plutôt de me rejoindre sur Instagram afin de les voir, de liker mes stories, mes posts et toutes les choses que je vais faire. Déjà, c'est super pour moi. Et puis, c'est super pour tous les projets dans lesquels je suis. Voilà, il y a plein de choses chouettes qui arrivent. Et je les ai pas en tête, donc venez sur Instagram. Merci beaucoup. Je donne le Jacob. Merci beaucoup. Moi, vous pouvez me suivre sur Instagram, mais je commence à m'en foutre d'Instagram en vérité. Donc je vous propose, non mais j'en ai ras le cul. Voilà, globalement, j'existe entre des. Pose ton sac. Non mais je vais aller dans l'espace. Voilà ce qui va se passer. Moi, j'essaie de mettre en place une newsletter avec toutes mes dates. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site Bocage. C'est mon prénom. BOCAJ, c'est la première fois que je le dis, .xyz. Vous avez toutes mes actus dessus, vous avez ma newsletter où j'envoie une fois par mois tout ce que je fais, je pose des petites BD, il y aura des exclusivités dessus. Sur Instagram, c'est Copgif, mais n'y allez pas, c'est de la merde. Si j'ai un seul abonné ce soir, j'arrête tout, d'accord ? Ok ? Ouais, voilà. Tout ça est... c'est l'état de ma carrière, apparemment. Tout ça est aussi soutenu et porté par un collectif qui s'appelle Pentacourt Prod, qui est le collectif que j'ai avec des copains, Rémi et Louise, aussi sur Instagram Pentacourt Prod et le site pentacourtprod.xyz. Pareil, on a une newsletter, abonnez-vous. Voilà. Et vous pouvez suivre Radio Anthropocène, c'est Radio Anthropocène tout attaché ? Radio Anthropocène tout attaché. Des émissions toutes les semaines très intéressantes produites à Lyon, pour des gens pas que de Lyon, mais vraiment une réflexion très profonde et intéressante sur la place de l'écologie et du social dans plein de choses. Donc vraiment, allez suivre Radio Anthropocène, elles font un travail formidable. Et la maison de l'écologie, @la-maison-de- Jean-Michel Aulas. Ils ont déconné à la fin. @la maison de l'écologie. Voilà. Il fallait une blague, ça devenait trop long. Et ça devient trop long, donc je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup, faites du bruit pour vous, vous avez été formidables encore. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.